Bien. Je vous propose qu'on reprenne nos travaux et donc, si vous voulez bien, regagnez vos places, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on essaye de respecter le timing. Alors, je vous propose qu'on démarre donc cette troisième table ronde qui est consacrée aux acteurs de la prévention. Qu'est-ce qu'ils ont pu observer dans les quelques mois qui se sont passés, notamment depuis la mise en place des ordonnances Macron, qui ont notamment créé les CSE, regroupant les CHSCT, les DP et le CE. Et puis, dans les projets, dans les tuyaux du gouvernement, il y a un certain nombre de choses qui concernent l'inspection du travail ou la médecine du travail. Et c'était donc l'occasion de faire le point, et avant ensuite la dernière table ronde sur qu'est-ce qui peut changer dans un monde meilleur. Donc c'était l'occasion de faire le point sur les acteurs de la prévention, l'expertise, la médecine du travail, les représentants du personnel et l'inspection du travail. Donc avec nous pour en débattre, Catherine Pinchot, qui est secrétaire nationale de la CFDT en charge des questions de santé au travail, Jean-Luc Bizeur, qui est secrétaire général du syndicat des experts agréés CHSCT, lui-même membre du cabinet Orseux, qui est un syndicat d'experts agréés, qui a participé justement à l'évaluation des ordonnances Macron, donc on est bien placé. Docteur Bernard Salingro, qui est président d'honneur du syndicat CFE-CGC de la santé au travail, qui regroupe des médecins du travail. Pierre Mériot, qui est syndicaliste à la FSU, inspecteur du travail, et qui donc connaît bien aussi cette question. Et enfin Nicolas Spire, qui est sociologue du travail et membre du cabinet Aptéis, qui est aussi un cabinet d'expertise. On ne dit plus agréé maintenant, on dit encore agréé. On n'est pas encore dans les habilités. Bon, donc ancienne mode. Voilà. Alors, je propose qu'on applique la même règle, c'est-à-dire je donne la parole à chacun des intervenants, mais entre-temps, au gré de mon humeur ou de votre degré d'assoupissement après le repas, je passerai la parole à la salle pour essayer qu'il y ait le débat le plus riche. Donc, je vous propose qu'on commence avec vous, Catherine Pinchot, donc vous êtes secrétaire nationale de la CFDT, et que vous nous racontiez un peu comment vous voyez, vous, depuis 2 ans maintenant, la mise en place des ordonnances Macron, la fin des CHSCT et la transformation avec la naissance des CSE. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Comment ça se passe? Quels sont les défis que vous avez à relever? Et puis éventuellement sur l'expertise, la place du syndicat, etc. Voilà. Ok. Bon, merci déjà de l'invitation autour de ces sujets dont j'ai la responsabilité, comme vous l'aurez compris, à la CFDT. Alors déjà pour commencer, 2 ans après la mise en place des ordonnances Macron, qui, je le rappelle quand même, avait un objectif d'améliorer la qualité du dialogue social avec la mise en place des CSE. Je rappelle aussi que nous, en tant que CFDT, on avait privilégié dans cette discussion-là la mise en place d'instances représentatives du personnel qui étaient renvoyées par voie d'accord aux partenaires sociaux, qui étaient alors libres de définir quelle était la bonne maille pour avoir des instances représentatives qui s'intéressent aux questions économiques, qui s'intéressent aux questions des conditions de travail, du travail, etc. Mais en tout cas, des instances qui étaient vraiment en prise avec la réalité de terrain. Force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait à l'époque, et il y avait donc un choix de dire toutes les entreprises, quelle que soit leur réalité professionnelle, en fait, mettent à quelque chose près la même instance représentative du personnel en place. Donc, fort de cet objectif in fine qui a été défini, le bilan que nous, on peut en faire 2 ans après la mise en place, c'est qu'on n'améliore pas la question du dialogue social. On s'est largement rendu compte que, déjà, l'ensemble des CSE ne sont pas à ce jour-là mis en place partout. 2, que quand ils ont été mis en place, ils l'ont été de manière unilatérale dans la plupart des cas, donc ce qui fait peu de place au dialogue social.
Et que 3, quand quand le gouvernement affichait cette ambition de dire on va améliorer la qualité du dialogue social, force est de constater qu'on en est bien loin. On en est bien loin parce que, en fait, du côté des employeurs, l'objectif qui a été affiché, c'est plutôt une réduction des moyens, une réduction du nombre d'élus, une réduction du nombre d'heures, et une vision totalement comptable du dialogue social, qui en fait est un dialogue social qui, de leur point de vue, coûte plus qu'il ne rapporte, et en tout cas qui n'est pas en prise avec les réalités de terrain. Donc le bilan qu'on en fait, c'est une perte de proximité pour l'instant dans les CSE avec les réalités professionnelles. C'est une centralisation des instances, donc qui fait qu'il y a un risque d'embouteillage sur un certain nombre de sujets, dont les sujets santé, sécurité, conditions de travail. Et en tout cas, sur ce sujet-là, il y a une minimisation de la prise en compte de ce sujet, qui est encore surplombée, on va dire, par les questions économiques au niveau des CSE. Une des raisons qu'on peut avancer, c'est qu'il y a eu un fort renouvellement des élus dans les CSE, dont beaucoup n'ont pas forcément la compétence santé-sécurité, qui s'intéresse beaucoup plus à la question économique et stratégique. Et quand c'est des anciens élus, c'est essentiellement des anciens élus qui, avant, étaient des élus des comités d'entreprise. Donc, ils ont beaucoup plus, là aussi, la compétence économique que la compétence santé-sécurité. Donc, déjà, question de compétences de renouvellement et question de prise de distance avec le terrain, on voit bien que les questions santé-sécurité sont malheureusement pas sur le devant de la scène. Alors, un petit point quand même qui nous a étonnés, c'est dans le bilan qu'on a fait, on s'est rendu compte que dans les moins de 300, il y avait quand même la mise en place de commissions santé, sécurité, conditions de travail qui étaient plus largement mises en place, alors que normalement, c'est dans les plus de 300 qu'elles sont obligatoires. Donc, visiblement, une prise en compte dans les moins de 300 qui est beaucoup plus précise dans la prise en compte de ces questions de santé-sécurité. Sur la question de l'expertise, je laisserai peut-être mon collègue de droite intervenir sur le sujet. En tout cas, sur les questions santé-sécurité, qui, on le voyait déjà par le passé, étaient des questions sur lesquelles le dialogue social, quand on parle d'expertise en la matière, obligatoirement, c'est qu'on est dans des situations où il y a eu un certain nombre de phénomènes. Il y a eu soit des alertes, des inquiétudes, ou dans les cas les plus extrêmes, bien malheureusement, des tentatives de suicide et autres. Et on voit bien que quand il y a des déclenchements d'expertise, en tout cas pour ce qui est du risque grave, etc., la question santé-sécurité est déjà une question sur laquelle les partenaires sociaux, les élus se frottent avec l'employeur. Et donc, les difficultés qu'on rencontre encore plus sur les questions d'expertise font que ces questions de santé et sécurité sont encore, quand elles sont au centre des discussions, une fois de plus, on n'est pas face à un dialogue social serein, mais on est vraiment sur des poches de controverses majeures. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour nous, à la CFDT, il nous semble que les questions de travail sont pourtant une question fondamentale. Preuve en est, on a lancé en 2016 une grande enquête qui s'appelle Parlons Travail, où il y a eu 200 000 personnes qui ont répondu. Et il y a deux chiffres que je vous livre ici qui sont particulièrement intéressants. Le premier dit qu'il y a 44,5% des répondants à cette enquête qui attendent, alors à l'époque c'était encore les délégués du personnel, qu'ils interviennent pour améliorer justement la situation de travail des salariés. Et le deuxième chiffre, 86,7% des répondants
qui considérait que l'organisation syndicale devrait davantage s'occuper des difficultés quotidiennes du travail. Donc il y a vraiment une attente absolument majeure sur le sujet. Et donc, pour nous, il y a un vrai enjeu à ce que, en particulier avec la mise en place des CSE, en tout cas dans les pratiques, les nouvelles pratiques qui doivent se développer avec cette nouvelle instance, il nous semble qu'il y a un enjeu majeur à faire en sorte que les questions du travail soient réellement prises en compte, parce qu'avant, entre les deux instances, on avait plutôt le sentiment qu'il y avait le côté stratégique du travail qui était pris par le CE, le côté impact, donc a posteriori, donc le côté conditions de travail qui était pris en charge par le CHSCT, et tout ce qui est vraiment les questions du travail et de l'organisation du travail était parfois totalement passé sous le tapis. Donc, de notre point de vue, l'instance telle qu'elle devrait demain fonctionner avec des nouvelles pratiques doit pouvoir faire des questions du travail un objet stratégique dans le dialogue social au travers de cette instance. Pour nous, il y a également aussi un véritable enjeu de proximité, et ça pose la question de la place des représentants de proximité, qui là aussi le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup et que quand il y en a, le rôle reste encore à définir, et donc il y a une nouvelle pratique à mettre en place. Mais il y a un enjeu aussi de proximité, de recréer la proximité, au moins dans certaines entreprises et dans certains secteurs d'activité, pour pouvoir capter non seulement les signaux faibles, les alertes, les alarmes qu'il peut y avoir sur le terrain, et puis éviter que ça embolise en fait les instances que sont les CSE. Donc cet enjeu de proximité, de pouvoir remonter les réalités du travail et de pouvoir faire en sorte que ces réalités du travail, ces questions du travail, deviennent un objet classique, normal, dans le dialogue qui s'instaure au sein du CSE entre les partenaires sociaux qui y sont présents. Le fait d'avoir une instance unique aussi, je le dis, avant le CHSCT traitait plutôt des impacts a posteriori. On se dit que dans les nouvelles pratiques à instaurer, c'est aussi justement d'être un peu plus dans l'anticipation, être dans des réflexions à froid, d'être dans le développement d'études d'impact, par exemple, quand on fait des projets de transformation, que ce soit des projets d'envergure ou des projets beaucoup plus restreints, mais d'être beaucoup plus dans l'anticipation de ces questions-là. Voilà, en tout cas, mettre le travail comme un objet stratégique au niveau des CSE et de cette nouvelle instance. Alors, juste pour finir, on se dit que l'année 2020 devrait normalement aussi être une occasion de mettre les questions de travail, de qualité de vie au travail et de santé-sécurité au cœur du dialogue social et en particulier demain des CSE, parce que donc il y a une réforme que nous attendons depuis plus d'1 an sur la santé au travail qui doit enfin s'entamer et qui doit normalement donner pour partie la main aux partenaires sociaux avec une négociation interprofessionnelle sur le sujet qui doit s'ouvrir prochainement. Voilà, donc on se dit que malgré le bilan un peu quand même très négatif que je vous ai fait avec la mise en place des CSE, tout n'est pas perdu si vraiment, une fois de plus, par le dialogue social, on arrive à remettre ces sujets-là au cœur d'un processus ambitieux en la matière. Merci Catherine. En plus, vous avez bien respecté le timing, c'est pile poil ce qu'il fallait. Pour changer un peu, je vais demander une réaction à la tribune par rapport à ce que vous avez entendu, parce que j'ai vu des têtes se hocher. Bernard Salingro, avant qu'on parle justement médecine du travail et le dernier point, sur la question des CSE,
Vous partagez l'analyse que fait la CFDT? Sur la CSE, c'est assez évident que c'est moins de moyens, moins d'acteurs et moins de pouvoir. Mais par rapport justement à ce que disait Catherine Pinchot sur cet effet normalement pour dynamiser le dialogue social, on a l'impression que c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai la même impression. C'est la même impression. Alors, bien sûr. Vous, messieurs, les experts? Pas en même temps, si c'est possible. D'accord. On commence par Nicolas, alors. Non, deux petites choses pour dire ce que je ne partage pas dans ce qui a été dit, mais si je partage un certain nombre de choses. L'idée que les deux instances traitaient séparément des questions et que c'est une bonne chose de les rassembler est très discutable. Je pense que le propre du CHSCT, c'est qu'elle sanctuarisait en tant qu'instance les questions de santé au travail et que c'était très précieux et qu'un certain nombre d'interventions ce matin ont raconté des histoires de CHSCT qui montrent comment est-ce que cette instance par elle-même, justement a raison qu'elle ne regardait pas du côté des budgets, ni du côté de l'économie, ni du côté de la stratégie, ni du côté même de son propre budget pour dépenser des choses laisse à montrer que cette disposition-là ayant complètement disparu et que les C2SCT ne le remplacent en aucune façon, fait perdre précisément un certain nombre de choses sur les enjeux de remontée des questions de santé au travail. La deuxième question qui me paraît fondamentale et qui n'a pas été dite, je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même un peu comprendre que le propre de ces ordonnances, c'est d'avoir proposé des dispositions qu'on appelle supplétives, c'est-à-dire qui valent pour tout le monde, et qu'elles ne sont que améliorables par accord. Donc on a une inversion du principe de faveur d'une part, et d'autre part, on a une disposition qui fait que, sauf accord de l'employeur, on garde une règle commune. Alors il fallait être un peu naïf pour croire que ça allait provoquer des améliorations. Oui, ce qui s'est passé, c'est que les employeurs n'ont pas été d'accord pour faire autre chose que des CSE à minima, avec une instance qui a du coup peu de moyens, peu d'élus, peu d'occasions finalement de se préoccuper de santé au travail. Alors on peut attendre de savoir ce que ça va devenir, mais pour ce qui est des premières installations de CSE, on a des preuves en acte, tous les observateurs le disent sur ce mode-là, qu'on a perdu considérablement de choses à raison de ces dispositions et de la façon dont elles étaient conçues dans l'ADN même du texte, qui ne prévoyait pas d'amélioration contrainte pour les employeurs, qui ont manifesté là simplement leur souci de servir leurs intérêts et d'avoir le moins possible d'instances qui seraient de nature à les gêner. Oui, en deux mots pour compléter, au niveau du syndicat des experts CHSCT, on comptabilise des expertises tous les ans. L'an dernier, on était sur un recul de 30%, ce qui est très considérable. On suppose que 2020 ne sera pas beaucoup mieux, c'est-à-dire que toutes les entreprises n'étant pas passées au CSE, on n'a pas eu l'effet complet. Mais en tout cas, sur ce côté qui a un des indicateurs, il y a beaucoup moins d'expertise. Je reviendrai tout à l'heure sur les raisons qui amènent à ça. Il y a des raisons structurelles, mais c'est un des indicateurs qui montre que la santé au travail, aujourd'hui, est moins bien traitée dans le dialogue social que précédemment. Il y a des voies d'amélioration, mais en tout cas, c'est moins bien traité. Oui, je veux bien réagir aussi parce qu'effectivement, dans la même veine que les deux précédents intervenants, j'ai effectivement des points de vue assez divergents sur ce qui a été exprimé par Catherine Pinchot. Peut-être parce que l'analyse de la situation sociale diverge. Je pense qu'on ne peut pas attendre d'un pouvoir qui procède par ordonnance pour foutre en l'air le Code du travail. Je dis les choses clairement parce qu'il faut les dire clairement. Nous sommes dans ce qu'un journaliste de Mediapart a qualifié récemment dans un épisode de guerre sociale. Dans une guerre sociale, on ne fait pas de quartier. Donc, il ne faut pas attendre de ce pouvoir, quand il légifère par ordonnance, pour remettre en cause les fondamentaux de notre droit du travail depuis 1945. Nous sommes dans une situation où, quand même, nous remettons en cause ce qui était prévu par le Conseil national de la résistance, ce qui est inscrit dans la Constitution, théoriquement. En biaisant juridiquement, nous avons un système qui arrive à dynamiter des pans entiers du droit du travail et dans ces conditions, avoir une fonction d'accompagnement social, de régulation par la négociation en posture de faiblesse, d'extrême faiblesse, parce qu'il n'y a pas de construction d'un rapport de force préalable, ça mène à des catastrophes et c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc, sur le bilan des CSE, etc., je ne vais pas m'étendre, je crois que c'est extrêmement clair, c'est un désastre total, au point que en tout cas, moi je suis inspecteur du travail en Isère, nous nous sommes réunis entre collègues et nous avons, après analyser les textes des ordonnances Macron, conclu au fait qu'il ne fallait pas conseiller aux représentants du personnel restant de créer des CSSCT. Parce que sinon, ils perdent la maîtrise du droit au recours à l'expertise, par exemple.
Donc on a fait le choix, qui est discutable, mais de dire aux représentants du personnel, mais parce que le recours à l'expertise, il est voté par le CSE, il n'est pas voté par le CSSCT. Et si tous les débats sur les situations de santé au travail difficiles ont lieu uniquement en CSSCT, il nous paraît qu'il y a eu de très grandes chances que les représentants du personnel en CSE n'auront pas la force et la capacité de persuasion pour arriver à faire voter, à faire respecter leurs droits. Donc nous, on a fait le choix de dire collectivement, ce qui contrarie la position du ministère du Travail, mais il n'y a plus de ministère du Travail, donc ce n'est pas très grave, effectivement, de dire, nous conseillons aux représentants du personnel pour défendre le peu de droits qui leur reste, de mettre les débats santé-sécurité dans les CSE. C'est le seul point sur lequel j'ai peut-être un point d'accord avec Catherine Pinchot. Je doute très fortement que ça soit possible partout, mais mettre les questions du travail au cœur du débat, puisque c'est l'économie qui prime maintenant, et c'est en CSE que ça se décide, alors il faut le faire là. Et enfin, dernière réaction que je voulais avoir sur son propos préliminaire, l'enjeu de recréer de la proximité en entreprise pour les IRP, ok, toutes les organisations syndicales le partagent dans un pays qui a 8% de taux de syndiqués dans le privé. Je pense que la meilleure façon de le faire n'est pas d'accepter de signer des accords sociaux d'entreprise qui créent plus de permanents syndicaux à temps plein. Tout ce que j'ai pu observer dans mon expérience professionnelle, c'est que quand on a des permanents syndicaux à temps plein, ils s'éloignent petit à petit de leur base et donc, du coup, deviennent moins pertinents et ça crée une difficulté. Alors, il y a une stratégie très délibérée, très bien pensée du MEDEF en la matière qui offre effectivement toute une série d'avantages aux organisations syndicales qui rentrent dans une démarche de ce type, des accords pour qu'il n'y ait pas de discrimination vis-à-vis des représentants du personnel qui mènent ensuite même de belles carrières éventuellement. Mais tout ça aboutit au fait qu'in fine, on affaiblit la représentation du personnel considérablement parce qu'elle n'est plus pertinente. Et quand elle est plus pertinente, elle n'est plus écoutée par le personnel. Et est-ce que vous observez justement la mise en place de représentants de proximité ou pas? C'est très variable, c'est très difficile. Actuellement, on est dans un tel maelstrom que je ne peux pas dire qu'on ait une émergence massive. Je pense que même on va se retrouver dans un phénomène un peu curieux où des employeurs, des responsables d'entreprise un peu conscients de leur responsabilité vont trouver les moyens de demander à leur personnel de désigner des représentants de proximité parce qu'ils vont être conscients du fait que ce système ne pourra pas marcher. Je veux dire, je fais référence notamment au secteur dangereux, la chimie en particulier. Oui. Je pense que les représentants du personnel dans la chimie n'auront pas trop de mal à maintenir des systèmes parce que les employeurs s'ils sont un minimum conscients de leur responsabilité, je ne parle pas de phénomènes type Lubrizol, etc., ne peuvent pas se couper totalement de ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez ? Oui, il faut voir que dans les négociations qui ont lieu, il y a eu beaucoup de réflexions sur les moyens, pas sur les objectifs et sur la façon de faire. Et pour la CSSCT et les représentants de proximité, je qualifierais ça de matière molle. On avait des délégués du personnel et des CHST qui étaient de la matière dure, définie légalement, avec des modalités simples et assez claires. Là, c'est de la matière molle, on peut en faire un peu ce que l'on veut ou pas. Et finalement, les acteurs de la négociation, les syndicats et entreprises, ont eu peu d'imagination ou peu de moyens, on n'en sait rien, pour créer des représentants de proximité qui aient des vrais moyens d'action, un vrai objectif, de la formation. En général, on a vu la plupart, et c'est ce qu'on voit dans l'étude qu'on a réalisée pour France Stratégie, on crée des représentants de proximité, on a déjà gagné. C'est-à-dire que syndicalement, on a réussi à avoir des gens à proximité. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir comment ils vont fonctionner, ce qui est un vrai enjeu, un enjeu très compliqué. Et pour le moment, on est vraiment à cette première étape. On a gagné, on a des gens à la proximité qu'on peut nommer. Alors après, on va voir comment ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Micro, bouton rouge. Oui, toujours Jean-René Delépine, toujours SNCF, toujours au bureau syndical fédéral de Sudrail. Pour illustrer l'état des CSE, la SNCF en est passée au CSE aux élections de novembre 2018. C'était juste après le conflit sur le pacte ferroviaire, avec un enjeu politique très fort de contraindre la SNCF. On avait les mêmes anciens chefs de bureau sous Combrexel, Benjamin Regnault, DRH SNCF, Madame Spire à la Direct 93 pour autoriser et valider le projet de découpage des CSE. Et puis comme conseiller social d'Elisabeth Borne, le troisième chef de bureau à l'époque sous Combrexel. Donc vraiment on est entre soi. Les CSE à la SNCF, c'est 85% de la représentation du personnel en moins. Ce sont des CSE
entre 1500 et 15 000 personnes qui couvrent des espaces qui sont un quart, un tiers, la moitié, voire la France entière. Pas de RPX prévu au départ, négocié CSE par CSE après, n'importe comment. Il y a aujourd'hui 33 droits syndicaux différents dans les différentes SNCF. Et évidemment, aucun pouvoir. Sur un plan juridique, parce que je suis aussi juriste, Sudrail, on a développé un recours qui était évidemment encore dans les arcanes de la justice, sur le fait que ces CSE, le texte du Code du travail qui permet de créer des CSE comme ça sur des périmètres aussi énormes, sans avoir un maillage qui soit en fait celui des CHSCT. Si les CSE, c'est CE plus DP plus CHSCT, le CSE ne devait être que sur le maillage du CHSCT. Il ne pouvait pas y avoir d'autres solutions. Comme carrément contraire au point 8 du préambule de la Constitution de 46, qui est encore en vigueur par le biais du préambule de la Constitution de 58. Et ça, on aurait aimé que ce soit des sénateurs ou des députés qui développent cet argumentaire de l'inconstitutionnalité. Hein. On était obligé de le faire après coup, mais bon, ça aurait pu être le rôle de la classe politique. Ce que je note moi aussi dans les CSE aujourd'hui à la SNCF, enfin comme conséquence des CSE à la SNCF, c'est que les mêmes mécanismes de souffrance au travail qu'on a exposés ce matin s'appliquent aujourd'hui aux équipes militantes. Le travail militant, c'est un travail. Les mêmes mécanismes de souffrance au travail s'appliquent et on a aujourd'hui un état de nos équipes militantes, un état psychique de nos équipes militantes extrêmement grave. Il y a 15 jours encore, il y a un délégué CGT pas très loin, enfin dans un périmètre qui est proche du mien, qui s'est suicidé. Donc quand on a, y compris les syndicalistes, qui ont le sentiment de ne pas avoir de pouvoir d'agir, qui sont dans le sentiment de l'impuissance, et le fonctionnement des CSE amène à ce sentiment d'impuissance, et ben on a monté encore d'un cran le drame, la tragédie de la souffrance au travail. Et voilà. Et enfin, les CSE, c'est ça à la SNCF aujourd'hui. Alors, Patrick, je crois, avait levé la main, Patrick Ackermann. Oui, je voudrais poser une question à Catherine Pinchot. En essayant de ne pas être polémique, je partage totalement ce que vient de dire le camarade de Sudrail. Pour France Télécom, pour Orange, là aujourd'hui, la mise en place du CSE, c'est avant tout, enfin, moi je trouve que c'est un assassinat, c'est la fin de milliers de délégués du personnel qui étaient élus par les salariés, qui avaient un pouvoir qui tirait de l'élection, du suffrage direct des salariés, qui avait une réunion mensuelle avec les patrons, qui portaient les revendications des salariés. Et ces gens-là ont été supprimés d'un trait de plume. Et c'est un vrai désastre de crédibilité des syndicats aujourd'hui, de comment on fait pour porter la parole des salariés. Déjà ça, je pense que c'est quelque chose d'assez terrible. Et puis les CHSCT étaient le versant, effectivement, conditions de travail à Orange, qui ont joué un rôle essentiel dans le process. C'est-à-dire, on a fait des expertises, les CHSCT ont fait des enquêtes après les suicides, etc. Aujourd'hui, demain, là, avec les nouveaux CSE, je pense qu'il n'y aurait pas de procès France Télécom. Voilà, on ne serait pas là en train d'en discuter, il n'y en aurait pas. Et ça me pose un problème énorme. Je veux dire, je suis abasourdi par cette question-là. Et les CHSCT avaient ça de particulier par rapport au CE, c'est que à France Télécom, on a eu des CE très vite qui étaient sur des divisions de 15 000, 20 000, 30 000 personnes au niveau national, au niveau des très grands territoires, etc. Bon, on s'y est accommodé sans... De toute façon, on découvre les CE, il n'y a pas forcément des choses précédentes, mais en tout cas, on s'y est plus ou moins accommodé parce que les questions économiques étaient menées à la hussarde. C'était un train ininterrompu. Bon, et voilà, la loi était ça. Mais par contre, les CHSCT, c'était des émanations votées par les CE, mais qui étaient forcément au niveau local. C'était la première IRP de proximité que les gens pouvaient interpeller, droit d'alerte, d'intervention, quelqu'un qui ne va pas bien, etc. etc. Les DP puis les élus CHSCT peuvent immédiatement porter la voix de ces salariés-là auprès de la direction avec des moyens de coercition, enfin de pression sur la boîte qui sont réels pour les CHSCT. Ça a disparu et moi je pressens une catastrophe incroyable qui va se passer dans les entreprises si ce n'est pas déjà le cas. Ma question, elle vient maintenant, je suis un peu long pour l'introduire, mais elle est d'une naïveté déconcertante, c'est vrai Catherine, mais nous sommes des confédérations, nous sommes des syndicats, est-ce que
combien de temps il nous faut pour nous mettre d'accord, pour dire s'il y a au moins une chose sur laquelle il faut revenir, c'est la question des élus de proximité et puis des CHSCT. Que ça, si c'est maintenu dans l'absence aujourd'hui, on a des lendemains qui sont quand même assez difficiles. Donc est-ce qu'on est capable là, au niveau syndical, de faire front commun pour imposer le fait de retourner à une défense des conditions de travail et au fait que des élus de proximité puissent être réinventés dans les entreprises aujourd'hui? Voilà. Est-ce que la CFDT a réfléchi à cette question-là? Alors, attendez. Chacun son tour. J'ai vu qu'il y avait plein de questions, plein de mains, donc je redonne la parole à Catherine Pinchot. Et puis après, peut-être qu'on entendra aussi Bernard Salingro pour son introduction. Et j'ai vu qu'il y avait plein de mains, mais c'est 15h03. Catherine, une réponse? Alors, une réponse, déjà... Des réponses. Des réponses. Mon propos liminaire n'était pas de dire que c'était très bien que les questions santé-sécurité disparaissent de par la disparition du CHSCT. Pas du tout. Mon propos liminaire était de dire que les questions, entre autres de santé-sécurité et plus globalement de travail, parce que pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, les questions d'organisation du travail notamment, passent totalement sous le tapis hier et aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de mettre en discussion ces questions-là et de dire les questions de santé, sécurité, les questions de travail, d'organisation du travail, ce sont des questions stratégiques qui doivent être traitées de la même manière qu'on pouvait traiter anciennement dans les CE, les comités groupes, etc., des questions d'ordre stratégique parce qu'on rencontrait le grand patron. Il y a aussi un truc qui, à un moment donné, se jouait là, quand il y avait les CE, les CHSCT, c'est que le CHSCT, je suis entièrement d'accord, que c'était la seule instance qui pouvait faire arrêter une entreprise de fonctionner à partir du moment où il y avait de réels problèmes. On est bien d'accord, et on est d'accord qu'actuellement, quand on a un CSE, quand on a des commissions santé-sécurité, il n'y a plus ce même pouvoir-là. On est totalement d'accord. Mais, de mon point de vue, y compris dans les grandes entreprises, je n'ai que très rarement vu, et venant d'une fédération de la chimie et de l'énergie, je n'ai que très rarement vu des questions santé-sécurité prises au même niveau que les questions stratégiques, surtout quand on rencontre le grand patron. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se dise c'était mieux avant. Je ne suis pas dans cette mouvance-là. J'ai vécu et j'étais en responsabilité syndicale à l'époque d'AZF. AZF, il y avait eu des alertes, y compris de proximité sur la sous-traitance, etc., etc. De mémoire, il y avait même un tract de la section CFDT, la veille de l'explosion d'AZF, pointant une problématique de sous-traitance. Et ce n'est pas parce qu'il y a des CHSCT, ce n'est pas parce que les militants font bien leur boulot qu'on évite pour autant des catastrophes, que ce soit des catastrophes industrielles ou que ce soit des catastrophes telles que France Télécom ou Renault, le technocentre de Renault ont connu. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on se trompe de sujet. Et ensuite, pour moi, la proximité, il y a la question des représentants de proximité, effectivement, où il faut absolument qu'on réussisse à enquiller un peu plus d'obligations sur ces questions-là, parce qu'autrement, on passe à côté de l'essentiel. Et puis, il y a la question aussi des militants du quotidien qui ne sont pas forcément élus et qui font aussi le boulot syndical. Et tout ne passe pas non plus par les instances. Les instances représentatives, de mon point de vue, c'est une des voies de porter le dialogue social, mais ça n'est pas le seul. Et il y a aussi la question de la revendication au quotidien qui passe aussi par d'autres voies. Alors, j'ai 3 prises de... Non, pas tout, non. Mais vraiment des points très courts. Madame, Rachel Sada et Jean-Claude Delget. Oui, très rapidement, pour conforter ce qu'a dit Patrick, nous, quand nous nous sommes occupés de la crise de France Télécom en 2009, je dirais le premier rapport que j'ai imposé, c'était de faire ce qu'on appelle un rapport documentaire. C'est-à-dire qu'on a repris sur 3 années, ça c'était très utile au niveau du jugement, toutes les alertes qui avaient été déposées, 43 alertes par les CHSCT, par les médecins du travail, par l'inspection du travail, et c'est ce qui a permis, y compris, de commencer à instruire le jugement qui a été rendu le 20 décembre dernier. Donc,
on a eu un travail de terrain, de proximité, d'objectivisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut bien comprendre que le CHSCT, c'était l'organe qui pouvait mettre en débat l'obligation de santé et de sécurité du dirigeant en plus proche du terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la perte du principe de sécurité, de spécialisation, comme c'était dit par Pierre, et la perte, de la proximité, eh bien, cette question de la mise en cause, de la responsabilité, car défaillance en matière d'obligation santé-sécurité sera de moins en moins posée. Et c'est pour ça que c'est très, très dangereux. Et qu'on va très certainement aller, nous on le constate déjà, vers une remontée de la sinistralité. Je rappelle, pour terminer, et je l'ai dit tout à l'heure ce matin dans mon intervention, que les CHSCT, ce n'est pas moi qui le dis, mais ont permis en 30 ans de diviser par 3 le nombre d'accidents mortels dans les entreprises. C'est quand même, on aurait dû, avant de se lancer dans cette aventure, faire une expérimentation avant de la généraliser et de renvoyer chez eux près de 200 à 300 000 personnes qui avaient été formées au métier de la prévention. Et on se prive aujourd'hui de cet enthousiasme, on se prive de cette capacité à travailler au plus près du terrain. Et ça, c'est quand même extrêmement dommage. Madame. Et court. Voilà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mademoiselle Giroux, donc je suis infirmière au bloc opératoire. En fait, je suis là parce que ma sœur, elle a été victime de harcèlement moral dans le procès France Télécom dernièrement. Mais seulement ce que je voulais vous dire, c'est que je voudrais témoigner précisément par rapport à ce que vous avez dit, madame. J'approuve pas ce que vous avez dit, madame. Je peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. C'est inadmissible. Inadmissible. Quand vous dites qu'en fait que le CHSCT, en fait, ça sert à rien, c'est pas possible. Non, mais elle n'a pas dit ça. Non, mais elle l'a dit dans le sens que finalement c'est pas utile. Mais par contre, quand on dit la CHSCT, je vais vous dire, madame, c'est quelque chose de très important. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus, oui, vous pouvez rajouter d'autres choses et laisser la CHSCT. On ne peut pas éliminer ce critère qui est très, très important dans les conditions de travail. Parce que grâce à la CHSCT, madame, c'est comme ça qu'on peut évaluer, qu'on peut comprendre, qu'on peut aider le salarié. Et là, quand vous me dites qu'en fait que Remettez votre micro, il s'est barré. Non, il faut appuyer sur le bouton rouge. Bah, j'appuie, mais j'arrive pas. Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est celui-là qui... Ah bah voilà. Putain, je comprends pas, il y a un trou. En fait, vous parlez du dialogue au travail. En fait, le dialogue du travail, c'est pas par des réformes draconiennes comme la réforme de Macron, ou bien par rapport à ce que vous dites, oui, on va voir, même vous l'avez déclaré, qu'en fait, que c'est pas insuffisant. Comment on peut retirer quelque chose qui était déjà établi depuis des années et que c'était quelque chose de judicieux, de concret, et vous allez nous mettre une réforme qui n'a rien à voir et qu'on ne sait même pas le résultat, les conséquences de cette réforme. Moi, je suis indignée, madame, par ces réformes, comme il a dit le monsieur, qui passent par des 49.3. C'est inadmissible. Et je pense que vous avez signé une réforme qui n'était pas adéquate au niveau du dialogue au travail. Et ça, je trouve, madame, je ne suis pas syndiquée, j'ai aucune, tendance syndicale, mais moi, je suis là en tant que citoyenne. Et je voudrais vous dire que finalement, toutes les démarches qu'on a fait au départ, ils sont indispensables. Et si vous voulez rajouter quelque chose... C'est l'autre qui est revenu, mais... Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne partage pas ce que vous avez dit. Voilà. Vraiment court. Oui, très court. Juste une ça va pas être facile. Je suis un peu intimidée parce que je n'ai pas l'habitude de parler comme ça devant tout le monde. J'ai un peu le trac. Mais seulement ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tant que citoyenne, je ne peux pas accepter ce que vous avez dit. Et il faut que vous revoyiez vos stratégies au niveau du travail social. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir entendu. Merci. Alors, Rachel Saada. Oui, juste pour justement compléter sur la gravité de la disparition des CHSCT, tout en ayant parfaitement conscience que les CHSCT, en moins de 35 ans d'existence, n'étaient pas encore arrivés au sommet de leur fonctionnement. Mais même face à un CHSCT qui n'est pas très offensif, comme la question du travail se discute dedans,
Eh bien, chaque mois aussi, quand j'ai mené l'action contre Renault sur la faute inexcusable, je me suis payé 10 ans de PV du CHSCT numéro 7 ou 8, je ne sais plus quel numéro c'était, et que j'y ai trouvé une mine d'or, parce qu'il y avait dans les PV du CHSCT la chronique annoncée de ce qui allait se passer. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de matière, et en droit du travail, on part de la matière, on part pas du droit, on part des faits. Comme disait Thiénot Grimbach, c'est le fait qui fait le droit en droit du travail. Voilà, premièrement. Deuxièmement, là où je suis très inquiète, c'est que moi, j'ai mené beaucoup d'actions pour des CHSCT pour faire interdire, par exemple, des organisations nouvelles. Et notamment, j'ai eu le plaisir de faire interdire le déploiement d'un logiciel qui était attentatoire à la santé des salariés dans une très grande entreprise qui s'appelle Chubb, Cycli, etc. C'est de la sécurité, de la lutte anti-incendie, etc. Ça, je ne dis pas que ça n'est plus possible de le faire, mais il y a un très très gros problème, c'est que le CHSCT n'avait pas de budget. Alors c'était un problème, mais c'était aussi quelque chose de bien. Parce que quand les CHS trouvaient des avocats qui étaient prêts à travailler pendant plusieurs mois sans être payés, en ayant la certitude qu'au bout du compte, sauf abus, ils seraient payés par l'employeur, eh bien, on pouvait mener de nombreuses procédures sans entamer un budget. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que le CHSCT est absorbé dans le CSE et c'est le CSE qui doit financer les procédures. Mais ça va être terminé parce que vu le coût, vu le temps, les dizaines d'heures, les centaines d'heures qu'on doit y passer, aucun cabinet d'avocats pourra survivre économiquement à la mise en œuvre de procédures très lourdes, toujours urgentes, avec des centaines de pièces, des cabinets d'avocats en face qui sont très outillés, qui sont très nombreux, qui sont très bien payés. Et donc la question des moyens, eh ben, elle va évidemment poser un problème d'égalité des armes. On sait qu'il n'y a pas d'égalité des armes, mais là, je disais tout à l'heure qu'on désarmait, eh ben, on désarme encore. Alors, Catherine, tu veux répondre Ouais, après Bernard. Ouais, très rapidement, parce que je peux pas laisser dire ce que je n'ai pas dit. Donc, je n'ai jamais dit dans mes propos que les questions de santé et sécurité n'étaient pas importantes et que le CHSCT ne faisait pas un travail qui était important. J'ai d'ailleurs cité que c'était la seule instance qui, aux dernières nouvelles, avait pu faire arrêter des entreprises de fonctionner. Je rappelle aussi, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'en tant que CFDT, nous, on avait proposé à l'époque qu'il y ait des instances représentatives du personnel qui collent justement à la réalité de terrain et qui soient à la main des partenaires sociaux dans leurs négociations, justement pour considérer quels étaient les objets du dialogue social qu'ils voulaient voir traités à la juste mesure au sein de ces instances-là. Ça n'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement, et je tiens ici à le redire que nous n'avons rien signé et qu'aux dernières nouvelles, ce n'est pas nous qui gouvernons, nous sommes une organisation syndicale qui prend ses responsabilités, qui prend un certain nombre de positions qui, je peux l'entendre dans la période, ne satisfait pas tout le monde. Moi, ce que je vois, on est bien d'accord que le CSE, les CSSCT, quand elles existent, ce ne sont plus les mêmes instances qu'avant. Je vous ai fait un bilan d'entrée. Je ne suis pas sûre de vous avoir dit que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça n'était pas mon propos, donc je tiens aussi à le redire. Ce que je dis, c'est que dans les pratiques, charge aussi aux élus de faire en sorte que ces questions de santé et de sécurité soient traitées au bon niveau stratégique et au bon niveau d'importance. Moi, c'est ça, je pense, qui demain pourra éventuellement faire la différence. Parce que d'expérience aussi, moi j'ai vu des instances qui étaient capables de rendre des avis contraires sur un projet identique alors que les majorités étaient les mêmes dans les deux instances. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'avait profondément choquée à l'époque, mais c'était possible.
et charge aussi à un moment donné aux militants de se former. En tout cas, nous, c'est aussi comme ça qu'on les forme en ce moment, à leurs nouvelles prérogatives, pour faire en sorte que ces questions de santé, sécurité, conditions de travail, que les questions d'organisation du travail soient traitées. Moi, je suis désolée, mais il y a des fois, je n'ai pas vu des questions d'organisation du travail être traitées au bon niveau, pour la simple et bonne raison que l'employeur s'amusait à faire la stratégie de l'ascenseur, c'est-à-dire à renvoyer les élus en disant c'est pas ici que ça doit se traiter, c'est au niveau du CHSCT. Au niveau du CHSCT, l'employeur disait c'est pas ici que ça doit se traiter, c'est au niveau du CE. Et au final, ça n'était jamais traité et il n'y avait absolument aucun levier pour faire progresser le sujet. De toute façon, le CSE, on est d'accord que ça n'est pas l'instance qui permet de satisfaire l'ensemble des configurations des entreprises. Et nous, on a d'expérience aussi dans certaines entreprises des organisations syndicales qui, avec l'employeur, recréent les anciennes instances par voie d'accord, parce que justement, au bout de quelques temps de fonctionnement, elles se rendent compte que ça ne correspond pas à leur réalité de travail et que les sujets ne peuvent pas être traités. Et elles se rendent compte, et les employeurs se rendent compte, que pour traiter les sujets, il faut aussi avoir des élus du personnel qui soient compétents, qui soient formés et qui sachent traiter les sujets au niveau où ils se doivent. Voilà, donc tout ne passe. Enfin, voilà, je pense qu'à un moment donné, il fallait laisser sa place au dialogue social et faire confiance aux organisations syndicales quand elles sont présentes dans les entreprises et aux employeurs pour déterminer le bon maillage d'instances et les sujets qui doivent être abordés dans un processus de dialogue social qui soit digne de ce nom. Alors, merci Catherine. Bernard ? On parle santé au travail, il en a déjà été question justement dans l'introduction de Catherine Pinchot. Ça va donner quoi cette négociation à partir du rapport Lecoq? Alors, quand on parle santé-travail, c'est vaste, hein, c'est l'ensemble des préventeurs et ça recouvre plus que la médecine du travail, même si c'est la grande armée. Parce que dedans, il y a l'ANAC, les ARAC, c'est à peu près 200 peut-être. La branche AT avec l'INRS, Eurogip, les CTN au niveau de la CAT, les CARSAT, etc. Ça fait à peu près 2000 têtes. Quelques chevaux légers comme l'OPP, BTP et d'autres. Et la médecine du travail, enfin la santé au travail qui tourne autour de 15 000 têtes. Pour vous dire que c'est la grande armée, mais malheureusement une grande armée éclatée. L'ensemble de ces préventeurs que j'ai cités sont à titre divers, mais dans un grand ensemble, déstabilisés. Si je les prends un par un, ils ont tous des motifs d'inquiétude. Je pense à la branche accident du travail parce que ils ont l'angoisse de se faire absorber dans le cadre de Lecoq. Les inspecteurs du travail, mais on en parlera mieux que moi, donc j'insisterai pas, mais ils débordent pas de moyens et leurs décisions ne sont pas toujours suivies des faits au niveau de la justice, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous, puisque je suis médecin du travail, dans notre pratique, on n'a quelquefois pas le soutien, faute de moyens, faute de disponibilité, et faute de leurs contraintes, le soutien qu'on aurait pu espérer. Parce que les médecins du travail, parce que c'est un peu ça sur lequel on m'interroge, ils ont plusieurs situations contradictoires, je dirais. Quand je fais pas mal de formations au niveau de la conf, et quand je leur dis, pour situer un petit peu, comment expliquer que deux acteurs de l'entreprise qui ont à peu près le même niveau universitaire et le même niveau par rapport à l'entreprise de conseil extérieur, comme l'expert comptable et le médecin du travail, l'un a le tapis rouge et l'autre, le médecin du travail, le tapis brosse. Pourquoi? C'est que l'expert comptable, si on ne l'écoute pas, c'est le fisc et c'est l'URSSAF. Ce n'est pas des rigolos. Je ne veux pas dire que les autres soient des rigolos, mais les référents du médecin du travail, c'est l'inspection du travail, on a vu qu'ils sont débordés, qu'ils n'ont pas de moyens. Les CARSAT, elles sont contraintes, elles ont de multiples choses qui les empêchent de fonctionner comme on aurait pu l'espérer. Et je ne parle pas des CHSCT, on vient d'en parler longuement, puisqu'il n'y en a plus. Donc leurs référents s'effondrent.
À côté de ça, quelle est la raison d'être du médecin du travail? On a toujours eu dans la santé au travail ce dilemme. Et c'est vieux. Ça ne date pas de 1946, c'est d'autres fois. Si on reprenait un petit peu l'histoire, le premier médecin du travail que je connaisse, un peu sérieux, celui qui est responsable du tableau du saturnisme, c'est un homme politique, Georges Clemenceau. Il était médecin du travail à Montmartre. Et il voyait tous ces serruriers qui avaient des pathologies en rapport avec le plomb. Mais en même temps, quelques années après, il y a un autre médecin du travail, Jules Ammar, qui faisait une thèse sur comment que la machine humaine a le meilleur rendement possible. Et quelques années après, Alexis Carrel, qui préconisait la sélection génétique des salariés, en 1940, pour être le plus efficace possible. Donc, sous le couvert d'une blouse blanche, on en a le meilleur et le pire. Hein, donc, il faut aussi bien calibrer les choses et bien les circonstancer. Donc, c'est pas simple. Et à côté de ça, vous avez le problème, je dirais le plus important, c'est la structure et l'organisation et la gouvernance qui hébergent les services les médecins du travail et ceux qui travaillent avec eux, puisque maintenant il y a les équipes pluridisciplinaires, etc. Les IPRP, les infirmiers, les médecins collaborateurs, les internes, enfin toute une flopée qui a été ouverte. Et alors, quand on regarde les rapports qui ont été faits sur la santé au travail depuis que j'exerce, j'en ai une cave pleine. Il y en a à peu près tous les ans, tous les 2 ans. En général, le ministre, il ne comprend pas, donc il se fait faire un rapport, puis quand il a le rapport et qu'il a compris, il est changé. Donc il y en a qu'un qui a compris parce qu'il avait redoublé, c'est Xavier Bertrand. Il a fait une réforme d'ailleurs assez forte. Mais ce qui fait que d'année en année, ça repousse le problème et des rapports qui accentuent les modifications à faire sur les techniciens, sur la pratique des professionnels, et qui n'ont pas... en fait, en médecine, on dirait un diagnostic positif, mais pas un diagnostic étiologique, c'est-à-dire la recherche de la cause. Le problématique, c'est la structure qui héberge la santé au travail, eh bien, elle est donnée aux employeurs, directement ou indirectement. Et rien n'est simple. Hein, c'est toujours difficile. Alors, c'est vrai que les médecins du travail ont une indépendance statutaire, mais c'est bien beau, c'est des paroles verbales, comme dirait Canard enchaîné. Là, problème, il y a la vie, il y a les primes, il y a la difficulté, il y a le bureau qu'on vous envoie très loin de votre domicile, il y a la secrétaire qui est toujours absente, il y a l'ordinateur qu'on vous donne et qui ne marche pas. Bref, il y a de multiples façons de vous faire pression pour vous calmer votre agressivité par rapport aux conditions de travail. Alors que la mission du médecin du travail, c'est bien d'être médecin du travail. C'est ce que dit 1946. Éviter l'altération de la santé du fait du travail. C'est pas la constater, c'est pas l'expertiser, c'est pas la déplorer, c'est pas d'être cantonné dans son cabinet médical. C'est de faire en sorte que ça change, en écoutant les salariés, en examinant les conditions de travail, en tirant des conclusions et en les donnant avec tout ce qu'il faut au niveau de l'employeur et des partenaires sociaux. Or, de fait, ça ne s'est pas fait comme ça. En fait, on a vu une translation, une transformation du médecin du travail en médecin des travailleurs. Et avec, pas que des inconvénients pour les travailleurs, mais disons que ce n'était pas tout assez centré sur le travail. Et c'est le problème de fond qu'on a. Et la gouvernance participe au fait que ça ne soit pas centré sur le travail. C'est le problème qu'on a. Et ce que je regrette avec la réforme Lecoq, qui cite bien des problèmes, qui cite bien cet éclatement qu'il faudrait qu'il y ait un guichet unique, et ça, on peut pas aller contre, qu'il y ait une masse critique pour permettre d'avoir des ergonomes, des services, des médecins qui se spécialisent dans tel truc ou dans tel truc, c'est tout à fait intéressant. Par contre, quand ils disent qu'il faut que ça soit géré par l'État, excusez-moi, quand je vois la SNCF, quand je vois France Télécom, quand je vois les hôpitaux, quand je vois la police, quand je vois l'enseignement, j'ai pas confiance. Hein. J'y crois pas à ce truc-là. Donc, et d'un autre côté, c'est peut-être ma façon de faire, mais je pense qu'on ne peut pas virer les employeurs du système. Ils sont concernés. Et c'est pour ça qu'à la CFE-CGC, on préconise une gestion paritaire. Mais pas du paritaire Canada Dry comme il y a maintenant. Parce qu'actuellement, ils siègent au conseil d'administration, mais c'est d'un strapontin, puis ils ont le droit de rien dire, ou à peu de choses près.
Alors, M. Brun me dira le contraire, peut-être, mais, mais la réalité, moi qui reçois tous les témoignages des gens que je désigne dans les services de santé au travail, c'est pas terrible. Nous, ce qu'on réclame, c'est une gestion paritaire, c'est-à-dire à équilibre des collèges, avec la présidence alternée entre collèges, et en contrepartie, la tenue du poste de trésorier, quand c'est un patron, c'est le président qui est salarié, et vice-versa, et comme ça, ils se contrôlent l'un l'autre. Il n'y a pas mieux que le contradictoire social, par similitude avec le contradictoire du juridique. Il n'y a pas mieux que cet équilibre, parce que là, tout le monde se contrôle, et il n'y a pas de déviation, parce qu'il y a des déviations. Le problème de la structure, loi 1901, des services de santé au travail interentreprise, fait que ça dévie. Ça dévie. Alors, dans la logique, ça tient, sauf que dans la pratique, il y a une assemblée générale, ils ne sont pas là, il n'y a personne qui vient. Donc, on fait 15 jours après une autre assemblée générale, il n'y a plus besoin du quorum, mais là, il n'y a que les initiés qui sont là. Donc, la représentation réelle des entreprises adhérentes, bénéficiaires du système, elle est peanuts. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas réelle. Donc, il y a là un défaut fondamental. Donc, moi, ce que je crains avec cette réforme Lecoq, c'est qu'on se trompe dans, dans le changement de patron. Si c'est l'État, ça va être pas mieux. Ça va être même pire. Et j'ai peur qu'en transmettant à l'État, ça soit pour asphyxier les systèmes, pour permettre aux AXA et compagnie de faire des systèmes de prévention, bien sûr, très individualisés, très personnalisés, et qui ne soient pas favorables aux salariés. En plus de ça, ce que je crains avec la réforme Lecoq, pourtant, vu de loin, je suis favorable, très favorable. Mais c'est qu'elle cantonne le médecin du travail dans son cabinet médical. Or ça, c'est pas positif. Le médecin, il doit entendre les gens, les examiner, aller voir les conditions de travail, en tirer son diagnostic. Et sa thérapeutique, c'est ce qu'il écrit, ce qu'il dit au travers des instances. Alors, ce sera le CSE ou les IRP. Et puis, au niveau des employeurs, et leur dire, ben voilà, c'est ça. Il est préférable par écrit. Parce que là, ça fait un document médico-juridique. Donc, qu'est-ce que ça devient actuellement? C'est une grande déstabilisation, parce que de réforme en réforme, et là, celle-là, on ne sait pas trop où on va, ce que ça va devenir, parce que l'air de rien, il y a aussi des changements de statut, il y a des changements de... C'est jamais abordé avec tranquillité. Il y a des histoires de fric aussi. Et des histoires de fric, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Alors, c'est une grande déstabilisation, puis aussi par rapport à la mission. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Avec une autre donnée, mais ça, c'est ça peut se régler en quelques arrêtés, c'est le manque de médecins du travail. Mais ça, il suffirait de faire quelques arrêtés, puis de faciliter la connaissance de la richesse, l'intérêt de la médecine du travail aux étudiants en médecine. Mais ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. Or, on n'a pas des enseignants très impliqués là-dessus. Il faut reconnaître qu'on a la seule spécialité qui est enseignée par des gens qui ne l'ont jamais pratiquée. C'est quand même assez difficile à entendre, mais c'est la réalité. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais ce qui est passionnant, c'est que c'est un métier passionnant, et c'est qu'il y a un besoin de santé au travail qui est considérable. Mais le problème, c'est qu'il faut que les moyens mis en face correspondent à la possibilité d'action et de développement. Merci Bernard Salingro. Alors, oui, vous pouvez l'applaudir aussi. Hein, avant, on va donner la parole à Pierre Mériot, qui est donc inspecteur du travail, et on va faire la même chose sur l'inspection, puisque ça bouge. Il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux ces derniers temps au sein de l'inspection du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, car quand on est en guerre sociale, il faut savoir entrer en résistance. Je vais d'abord dire d'où je parle. Je suis inspecteur du travail en Isère, à Grenoble, depuis 1985, syndicaliste depuis toujours, à la CFDT puis à la FSU, et je siège actuellement pour mon syndicat au CHSCT du ministère du Travail, là où on en est à se battre avec notre DRH, M. Pascal Bernard, issu de la Poste. Il était DRH de la Poste. Nous en sommes donc à nous battre pour avoir la possibilité de faire des enquêtes sur les suicides et tentatives de suicide de nos collègues qui se multiplient. Voilà l'histoire du cordonnier mal chaussé, évidemment, comme d'habitude. Donc, sur les capacités d'action en tant qu'acteur de la prévention, pour ce qui est de l'inspection du travail, je vais essayer de témoigner un peu de ce qui s'y passe actuellement. Elles sont extrêmement amoindries.
malgré un nuage de communication extraordinaire dont ce gouvernement nous a fait l'habitude, par un gouvernement que je n'hésite pas effectivement à qualifier d'ultralibéral, qui mène de façon ultra méthodique la régression sociale la plus violente depuis Philippe Pétain. Je dis les choses de façon tout à fait claire, je l'ai déjà expliqué, mais je le redis parce que je crois que dans la période que nous vivons, nous devons être clairs et ne pas nous cacher derrière des nuages de mots. Donc comment fonctionne l'inspection du travail actuellement ? Elle fonctionne tellement mal que, pour reprendre ce que disait Patrick Ackermann tout à l'heure, je pense que si une nouvelle affaire France Télécom naissait, de la même ampleur, je ne crois pas que nous serions capables de mener le même type d'enquête que celle que nous avons menée sous l'égide de Sylvie Catala, qui a dirigé en fait une enquête que nous avons menée France entière. Et pour la petite histoire, je rappellerai que la DGT, la Direction Générale du Travail, a nommé Sylvie Catala coordinatrice de cette enquête nationale parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, étant donné que l'enquête était déjà lancée de notre propre fait partout en France. Nous nous étions coordonnés spontanément par mail, saisis par les syndicats de la France Télécom, et nous avions lancé cette enquête. Du coup, la DGT, voyant qu'elle ne pouvait plus arrêter le train, a choisi intelligemment, il faut le dire, de monter dedans et d'essayer de le contrôler. Et cet exemple est effectivement intéressant parce qu'actuellement, je crois que nous ne serions plus capables de le faire pour plusieurs raisons que je vais essayer de développer rapidement. D'abord, nous sommes en pleine crise de décroissance. S'il y a bien un endroit où on décroît, c'est à l'inspection du travail depuis quelques années, avec un plan social sournois qui existe depuis 2012. Nous avons perdu 16% de nos effectifs au ministère, et à l'inspection du travail en particulier, je vais vous citer quelques chiffres, nous avons perdu plus de 400 agents depuis 2010. Nous étions 1500 agents de contrôle en 2006. À l'époque, on avait un agent pour 1100 établissements à contrôler et 10 500 salariés. Nous nous sommes mobilisés très fortement dans les années 2006 à 2008, 2010, sous la double incitation du double meurtre de Saucignac, où deux de nos collègues ont été tués par un agriculteur qu'ils contrôlaient, et de la responsabilité pénale reconnue sur le terrain de l'amiante, où l'État s'est vu mis en cause à juste titre. Et du coup, on est au Sénat, j'en profite pour rendre hommage à un ex-ministre du Travail, M. Gérard Larcher, avec qui j'ai négocié en tant que responsable syndical et avec d'autres, un plan de modernisation et de renforcement de l'inspection du travail qui a abouti à des créations massives d'emplois dans la fonction publique. Et pourtant, ce n'était pas tellement la tendance à ce moment-là. Mais la situation était telle que nous avons obtenu des créations d'emplois. Nous sommes montés à 2450 agents de contrôle en 2010, ce qui n'était toujours pas extraordinaire, puisque nous contrôlions à l'époque 1,8 million d'entreprises, soit un agent pour 712 entreprises et 6500 salariés. En 2017, dernier chiffre disponible, nous sommes à 2016 agents, donc 1 pour 871 entreprises et 9250 salariés. Et la perspective, c'est 1 pour 10 000 salariés en 2022, puisque Mme Pénicaud a confirmé qu'elle entendait baisser encore les effectifs de l'inspection du travail. Donc voilà sur le plan des effectifs. Vous comprenez que c'est difficile effectivement sur le plan des effectifs. Sur le plan du moral, c'est encore pire. C'est encore pire pour les raisons que j'ai déjà un peu retracées. Alors nous subissons depuis peu de temps le New Management public, c'est-à-dire ce qui a été décrit ce matin également, ce qu'Alain Supiot qualifie justement de gestion par les chiffres ou de cantophrénie, de folie de la gestion par les chiffres, je dirais plutôt, qui fait disparaître le sens du travail, la dictature du tableau Excel. Donc la qualité du service public décroît, la coopération et l'entraide, qui sont pour nous extrêmement forts dans notre profession, ont tendance à décroître, puisque l'un des effets, et là aussi, je suis obligé de faire un petit coup de chapeau au Sénat, il se trouve que j'ai été à l'origine d'un blocage d'un plan de modernisation du ministère du Travail en le négociant dans ses murs avec une autre majorité politique, puisque Michel Sapin, ministre, avait prévu de passer un projet de loi qui devait réformer l'inspection du travail en passant par la loi. Compte tenu de la majorité politique composite qu'il y avait à l'époque, on a pu mettre en échec cette tentative, ce qui s'est traduit par le fait que 15 jours après,
le même ministre a décidé de passer en force par décret. Il nous a imposé sa réforme par décret. Quelle est cette réforme? Cette réforme, elle n'existe, à mon sens, nulle part ailleurs. J'ai trouvé d'exemples nulle part ailleurs dans la littérature. Ça a consisté à multiplier par 4 le nombre de petits chefs chez nous, en éclatant les sections d'inspection territoriale de façon à les regrouper par unité de contrôle. Et les unités de contrôle en question, c'est un langage très militaire, les unités de contrôle en question, c'est un groupe de 8 à 12 agents de contrôle qui est sous la tutelle d'un chef, lequel chef issu de nos rangs, donc choisi parmi nous à l'issue d'un processus de sélection dont je vous laisse imaginer à quel point ça rend les gens coopératifs entre eux, parce que les chefs sont primés évidemment. Donc ces chefs-là ont la possibilité, et même le devoir, de ne jamais aller sur le terrain aider leurs agents, mais par contre de les noter, de les houspiller parce qu'ils ne rendent pas leurs statistiques à l'heure, etc., etc. Donc j'ai demandé aux sous-ministres et au DRH de me citer un seul exemple au monde d'organisation du travail qui multipliait par 4 son nombre de petits chefs et qui marchait mieux avant qu'après. Dans le privé, ça n'existe pas, parce que fatalement, cette entreprise dépose le bilan l'année d'après. Dans le public, on peut se permettre ce genre de facéties, mais en général, ça marche très très mal. Et effectivement, ça marche très très mal. Nous sommes dans un régime caporalisé où les seuls agents qui résistent sont ceux qui gardent une santé mentale, en fait, puisque nous en sommes effectivement là. Donc, par ailleurs, la désorganisation du ministère est accrue par le fait que, ça c'est une réforme plutôt intéressante qui répondait à une revendication, on a supprimé les contrôleurs du travail Bac+2 qui intègrent le corps de l'inspection du travail, mais on en laisse 800 de côté qui sont sans perspective de carrière. Et ceux qui passent inspecteurs passent non pas par une valorisation des acquis d'expérience, mais par un concours interne hyper sélectif, ce qui fait qu'ils passent leur temps à bachoter et ils sont plus disponibles pour faire du contrôle. Donc, par ailleurs, le service renseignement aux usagers en droit du travail, qui est un des services en France le plus utile pour les salariés, puisque dans tous les départements, il y a des services qui donnent des renseignements en droit du travail. Eh bien, je vous signale que ce service, à force de subir des restrictions d'effectifs dans le cadre de la RGPP, puis dans le cadre du plan de modernisation, puisque tous les ans on modernise un peu plus, bien sûr, aboutit au fait que dans nos départements actuellement, moi je suis en Isère, les heures d'ouverture au public de ce service ont été réduites à 4h30 par jour, 4,5 jours par semaine. Et après, comment voulez-vous que les habitants défendent un service public qui n'est pas capable de répondre autrement que ça? Donc la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, ça a été communiqué par le ministère du Travail ce matin, vous allez pouvoir avoir des renseignements en droit du travail via un robot, une intelligence artificielle. Vous avez un code du travail numérique désormais, où vous pourrez interroger une machine qui vous répondra sur « j'ai 23 ans d'ancienneté dans la convention collective de la chimie, je suis licencié, quel est mon droit à préavis, etc. » Alors ça, une machine sait répondre à une question aussi simple que ça. Par contre, sur la procédure de licenciement à suivre, l'employeur m'a envoyé la lettre à tel jour, est-ce que j'ai le droit de, etc. Je mets la machine au défi de répondre. Voilà, sur la question donc de l'impact global des ordonnances Macron, le CSE, etc., on vient d'en discuter. Je voulais juste insister sur le fait que, du point de vue de l'inspection du travail, bien évidemment, le bilan est catastrophique, puisque, y compris en termes d'outils juridiques que nous utilisons au quotidien, la démarche intellectuelle des ordonnances Macron est de dire, en gros, qu'il faut déréguler, que c'est comme ça qu'on crée de l'activité, de l'emploi, etc., et notamment que les prérogatives régaliennes, le contrôle de l'ordre public social doit en partie passer par des accords d'entreprise, etc. Mais évidemment que dans un pays où il y a 8% de syndiqués, ce type de postulat est quand même une forme de pari pour le moins hasardeux. Donc, pour l'instant, on tarde à en voir les bienfaits, j'allais dire. Et enfin, puisque vous entendrez ça aussi, la contrepartie du plan dit ministère fort, parce que dans la novlangue, évidemment, on appelle ça un plan, le plan Sapin, c'était le plan ministère fort. Nous, on appelle ça le plan ministère mort. C'est que la contrepartie, c'était qu'on donnait des nouveaux pouvoirs administratifs à l'inspection du travail. Vous savez qu'on a la possibilité maintenant de mettre des amendes administratives, ce que tous les systèmes d'inspection du travail avaient en Europe, sauf la France. Très bien. Les arrêts de chantier, je vais en parler, effectivement, c'est une autre démarche. Mais là, les nouveaux pouvoirs administratifs, c'est de pouvoir de mettre des amendes administratives, puisque la voie pénale est assez bouchée, et je vais l'expliquer.
eh bien, désormais, ces pouvoirs administratifs se traduisent par une négociation interne avec nos directeurs régionaux, qui sont comptables du travail, mais qui sont aussi comptables de l'emploi. Et donc, je vous laisse imaginer comme il est agréable de discuter avec sa hiérarchie sur le fait que si on met une amende administrative conséquente à une entreprise, ça va peut-être gêner la fameuse persistance de l'emploi. En tout cas, pour ce qui est de la voie pénale, j'y insiste quand même, Rachel Saada avait parfaitement raison ce matin d'insister sur le fait que dans ce pays, il n'y a pas de répression de la délinquance patronale. Il n'y en a pas pour de multiples raisons, y compris le fait qu'on est un des pays les plus en retard sur le financement de la justice, sur fonds publics, mais en droit pénal du travail, sachez que dans mon département, j'ai fait une étude, par exemple, le taux de classement sans suite des procédures pénales transmises par l'inspection du travail est passé de moins de 30% à plus de 70%. C'est-à-dire que plus de 7 PV sur 10 mis par mes collègues partent directement à la benne. Tout simplement parce que les parquets estiment que ce n'est pas prioritaire de juger le droit pénal du travail, ce qui est prioritaire. Et dans le droit pénal du travail, il ne reste donc plus que les accidents mortels du travail et le travail clandestin. Autrement dit, ce n'est plus de l'ordre public social, c'est de la régulation économique. Voilà pourquoi le service d'inspection du travail actuellement est en très grande difficulté. Je vais l'illustrer avec des chiffres, parce que tout ce que je vous dis, j'essaye de le sourcer. Ces chiffres, c'est les rapports que le ministère produit tous les ans au Bureau international du travail, puisque comme tous les pays qui ont signé la Convention OIT 81 sur l'inspection du travail, l'État français doit rendre compte au BIT tous les ans de l'activité de son service d'inspection du travail. Et donc, quand on prend ces chiffres et qu'on les compile sur la longue durée, on obtient des chiffres qui sont éloquents. Le nombre de visites par agent et par an est passé de 200 à 130 entre 2004 et 2017, soit 45% en moins. Donc, effectivement, mon voisin me dit c'est la preuve que les inspecteurs du travail sont feignants, sans doute, ou très démoralisés, ou incapables de subir autant de réformes que celles qu'on a subies, parce qu'en moyenne, effectivement, comme dans tous les services de l'État, nous en subissons au moins une tous les 2 ans. Je fais référence à secouer le cocotier de Daniel Linhart ce matin, c'est tout à fait ça. Le nombre d'observations par agent et par an est passé de 626 à 80. Alors là, c'est l'effet d'un logiciel de traitement de texte et de remontée de statistiques qui s'appelle Wikit, que Madame la sénatrice Taillé-Polian a pointé dans un rapport remarquable en octobre 2019. C'est un logiciel qui n'a coûté que 12,4 millions d'euros à l'achat, dans une grande multinationale américaine, et qui était un logiciel de force de vente, de gestion de force de vente. Et notre hiérarchie a trouvé malin d'acheter un logiciel comme ça pour que l'inspection du travail rende compte de son activité. Résultat, c'est un truc, il faut ouvrir 7 écrans avant d'arriver à rentrer quelque chose. Les agents s'arrachent les cheveux. Il y en a qui ont failli balancer des ordinateurs par la fenêtre tellement ils n'en pouvaient plus. Donc voilà, donc résultat, on ne rend plus compte correctement de notre activité. Ça, c'est un détail, parce que les agents travaillent quand même. Mais évidemment, après, on nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte à la représentation nationale de l'argent public que vous coûtez. On est obligé de rendre compte quand même. Ben oui, mais il faut avoir des bons outils pour ça. Autre exemple, les mises en demeure, par lesquelles, sur les sujets santé-sécurité, on fixe un délai pour que l'employeur rende la situation correcte. Elles sont passées de 7,3 à 1,95 par an et par agent. Là aussi, c'est un des éléments qui prouve la démoralisation du service, parce que c'est un outil assez simple à utiliser, mais là, il y a une chute drastique. Le nombre de procédures pénales, le nombre de PV est passé de 18 746 par an, soit 13,6 par agent en 2004, à 4 345, soit 2,17 par agent et par an. Là, effectivement, quand on a un taux de classement sans suite aussi élevé que ça, on n'a plus envie de rédiger des PV. Et les sanctions administratives ne compensent pas, puisqu'on en a 1500 seulement en 2017. Voilà. Donc, je vais essayer d'accélérer. Donc, sur le derniers éléments de notre situation, c'est la servilité de la Direction générale du travail par rapport au pouvoir politique. Nous avons une autorité centrale de l'inspection qui s'appelle la Direction générale du travail, qui est censée nous protéger contre les pressions politiques indues. C'est prévu par la Convention OIT 81. Et en réalité, maintenant, nous avons une DGT qui est tellement aux ordres qu'elle relaie les pressions politiques, comme ça a été le cas. Et nous l'avons dénoncé de façon publique et médiatisée. Heureusement, il reste les médias comme alerte. Sur l'affaire de trois affaires récemment. Le droit de retrait des cheminots SNCF du Nord au moment de l'accident, où la ministre s'est répandue dans les médias pour dire que ce qu'avait fait l'inspection du travail,
qui considéraient qu'il y avait un danger effectivement à continuer à circuler avec un seul conducteur et plus de contrôleurs dans des rames TER. Et donc on a été désavoué par notre ministre sur les ondes, alors que c'était un constat juridiquement fondé. Nous avons eu aussi également une autre affaire avec des contrôles de travail détachés exigés par le cabinet de la ministre en cessant tous les autres contrôles jusqu'à la fin de l'année parce que ça devenait une tâche ultra prioritaire. Là, ça a déclenché un vent de rébellion chez nous qui fait que je ne pense pas qu'ils auront leur contrôle. Et enfin, nous avons eu l'affaire du restaurateur de l'Aude, ami de la ministre du Travail, qui a réussi, alors que ça fait plusieurs années qu'il refuse d'installer un système de comptabilisation des heures de travail de son personnel, ce qui est quand même la base, donc qui a été contrôlé en infraction récidive. L'inspection du travail a demandé pour le compte des sanctions administratives pour un montant très conséquent qui se montait, puisque c'est une histoire de multiplication par le nombre de salariés, donc il y avait plus de 100 000 €. Et ça s'est traduit au final par une lettre d'avertissement du direct et une lettre de félicitations par la ministre qui a été rendue publique par la presse, comme quoi il travaillait bien, et que c'était quand même, il fallait qu'il fasse attention, etc. Voilà l'état de la question. Voilà pourquoi actuellement, j'ajoute aussi, dernière réforme qui nous tombe sur le coin de la figure, la réforme dite OTE, Organisation territoriale de l'État, qui se traduit par le fait qu'en juin 2020, les directions régionales de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, parce qu'on avait déjà été fusionnés il y a quelques années, vont refusionner avec la direction de la cohésion sociale, la jeunesse et les sports, l'insertion, tout ça pour mieux lutter contre la pauvreté, paraît-il. Le résultat des cours, c'est surtout supprimer des postes et se mettre sous la tutelle des préfets. Donc en juin 2020, vous aurez des directions départementales interministérielles sous la tutelle des préfets et on nous garantit que l'inspection du travail gardera une autorité hiérarchique séparée. J'attends de voir avec intérêt. Voilà. Donc la situation est celle-ci. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps, mais effectivement, je pense qu'il y a matière à essayer de faire preuve d'inventivité pour sortir d'un constat déplorable sur le fonctionnement des services publics. Que faire, comme disait Lénine, peut-être recréer d'autres droits, des droits nouveaux pour les salariés. Il y a un appel qui a été lancé post-France Télécom qui en parle. Et puis, peut-être, moi, je pense que nous sommes dans une situation qui est tellement critique que, sauf à changer le système de pouvoir de notre Ve République, si verticalisé en termes d'exercice du pouvoir politique, je pense que nous sommes quelques-uns à l'inspection du travail maintenant à se poser la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux sortir du ministère du Travail, qui n'existe réellement plus, et créer une agence nationale indépendante pour garantir le pouvoir de contrôle de façon indépendante de l'inspection du travail, tel que c'est prévu par la Convention OIT 80. En tout cas, ça fait partie des réflexions qu'on commence à avoir, ce qui est grave comme symptôme, effectivement. Moi, je suis fonctionnaire attaché au service public, mais peut-être qu'il faut qu'on en arrive là, une autorité administrative indépendante, quelque part, pour arriver à préserver ça. Et enfin, dernière chose, mais là, c'est un débat avec les associations syndicales, peut-être faut-il réserver le bénéfice des accords d'entreprise aux seuls syndiqués, parce qu'il devient incompréhensible que dans ce pays, on transfère à des accords d'entreprise de plus en plus de capacités d'influer sur la vie des salariés, alors qu'il y a si peu de syndiqués concrètement dans les entreprises. En tout cas, c'est un débat que nous devons avoir, je pense. Merci Pierre Mériot. Alors, quelques questions. Oui, monsieur, vous aviez déjà levé la main tout à l'heure, donc c'est bon. Oui, Louis-Marie Barnier, sociologue du travail. L'opposition qu'on avait par rapport au rapport Lecoq, ça tient évidemment à un certain nombre de remises en cause de ce qui peut exister, mais c'est aussi fondamentalement par rapport au nouveau rôle donné, aussi bien d'ailleurs aux médecins du travail qu'à l'inspection du travail, qui deviendraient des conseillers de l'employeur. Or, et j'ai assisté à une journée... Ils ont toujours été. Mais uniquement des conseilleurs. Et j'ai assisté à une journée du procès France Télécom et on a bien pu voir quand même que toutes les alertes ont été faites auprès de la direction. Tout à l'heure, quelqu'un citait 43 alertes qui ont été faites par les différents organismes, que ce soit CHSCT, Inspection du travail, Médecins du travail, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir direct de toutes ces institutions. Et il me semble que quand on différencie la discussion entre les CHSCT, les inspecteurs du travail, les médecins du travail, il faut qu'on ait bien conscience qu'il y a une co-construction en fait de tous ces acteurs,
puisqu'il faut à la fois qu'il y ait une présence sur le terrain, une proximité, une organisation et des interventions des salariés, mais aussi qu'il y ait des pouvoirs directs d'intervention, que ce soit des CHSCT, de l'inspection du travail ou de la médecine du travail, et pas simplement des droits d'alerte, mais des pouvoirs directs. Et donc là, on évoque et on évoquera tout à l'heure le droit de veto suspensif des CHSCT, mais ça doit être de la même façon aussi un droit d'intervention directe beaucoup plus important de la part de l'inspection du travail, une inspection du travail autonome, et pareil de la part des médecins du travail. Et on a l'impression que dans cette discussion sociale qui existe autour de la santé au travail, quelque part, on laisse les employeurs seuls décider de ce qui est bon, sauf à pouvoir risquer éventuellement un droit de sanction par la suite en termes de justice. Et donc il faut qu'on inverse en termes de prévention le rythme et qu'on puisse poser en fait des exigences qui s'imposent, même peut-être de façon limitée dans le temps ou suspensive par rapport aux droits des employeurs, mais qui puissent imposer d'autres solutions. Parce que sinon, on n'avancera pas. Et j'ai l'impression qu'on a une discussion, on est tous sur la défensive et qu'il faut absolument qu'on crée des droits nouveaux en termes de pouvoir imposer aux employeurs d'autres choix. Oui. Madame, devant. Bonjour, moi je suis Alice Pilatowski, inspectrice du travail dans l'Aisne. Donc je voulais compléter les propos de Pierre, notamment pour le département de l'Aisne, pour rappeler que, bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est en forme de betterave, le département, c'est assez long. Il y a une seule personne au service renseignement dans tout le département. Ensuite, je voulais aussi parler des problèmes de déménagement qui sont déjà en cours dans l'Aisne. Il se trouve que les DDI vont s'occuper de quatre postes, donc le RH, les ressources, les véhicules et l'immobilier. Alors dire que l'inspection du travail ne va pas subir les problèmes de la réforme, évidemment sur les véhicules ça va poser des problèmes pour les contrôles, d'autant que le secrétaire général a déjà dit que les voitures restaient trop longtemps sur le parking. Ensuite, je voulais apporter aussi un autre renseignement, enfin ça n'a peut-être rien à voir, c'est sur les défenseurs syndicaux. Parce que bon, on a subi plusieurs réformes de la justice, et notamment on a 3 conseils du prud'homme qui sont fermés dans l'Aisne. Chauny, Château-Thierry, enfin ça ne vous parle certainement pas. Si, c'est des régions excentrées avec peu de moyens, il n'y a pas de train. Hein, là, ils peuvent faire grève, la SNCF. De toute façon, personne ne pourra venir allant au conseil des prud'hommes puisqu'il n'y a pas de moyen d'y venir. Enfin, ils ont Soissons, mais c'est en bus. Château-Soissons, c'est en bus. Donc, il a été créé par une ordonnance Macron, une liste de défenseurs syndicaux. Ces défenseurs syndicaux, j'ai reçu un syndicat la semaine dernière pour justement, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, dans la grande distribution, il y a un projet Renaissance qui a été fait sous forme d'accord, qui crée énormément de problèmes dans la grande distribution et qui va faire énormément de dégâts sur la santé des salariés. Ça commence, donc là, ça a été négocié, apparemment, on ne peut pas revoir. Je ne sais pas, enfin ça a été vu ça a été signé en Seine-et-Marne. Cet accord. Je sais pas, vous n'en avez pas entendu parler. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette liste de défenseurs syndicaux. Aujourd'hui, il y a un syndicat qui a dénoncé, enfin dénoncé sans dénoncer en fait cet arrêté régional. Alors, ça a été créé, enfin ça partait d'un bon sentiment, ça a été créé pour que les salariés puissent se défendre de manière gratuite, choisir le syndicat de son choix, se faire représenter, constitution du dossier, etc. pour les prud'hommes. Oui, ça existe déjà. Enfin, oui, ça existe, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, enfin moi, bêtement, j'oriente les salariés vers ces gens-là, et il se trouve qu'il y a un syndicat qui a dénoncé auprès de tous ces défenseurs syndicaux et les a interdits de représenter les salariés puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais les avocats bénéficient d'une assurance et que ces gens-là, ils n'en ont pas. Donc ils ont demandé à tous leurs membres de ne plus représenter les salariés. Alors, est-ce que c'est dans l'Aisne? Enfin, je pense que c'est dans l'Aisne uniquement, et peut-être qu'au national, ce syndicat-là a dénoncé ce procédé. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir un effet boule de neige et que malheureusement les gens n'ont plus personne pour se défendre. Au niveau de la justice également. Merci. Voilà. Alors j'avais une autre main, puis après on donnera la parole à la tribune pour les réponses.
Frédéric de Solidaire Finances Publiques. Je voulais juste intervenir pour aussi mettre en perspective le fait que l'État est aussi employeur et que les acteurs de la prévention dans le monde du public sont encore moins bien dotés que ceux du privé. C'était pour dire que par exemple le CHSCT qui est arrivé en 2012 dans la fonction publique, alors que ça faisait déjà 20 ans qu'il était dans le privé, va disparaître par contre très rapidement grâce à la loi de la transformation de la fonction publique pour voir les CSA arriver, et qu'en plus avait déjà moins de prérogatives, c'est-à-dire que l'État en tant qu'employeur se met moins de contraintes dans le respect de ses obligations. Et par ailleurs, l'inspection du travail qui peut exister, qui a au moins le PV, un moyen de faire constater les manquements de l'employeur au sein de l'État. Nous avons des ISST, des inspecteurs santé sécurité au travail, qui n'ont que des rapports et à chaque fois c'est juste des conseils qu'ils donnent à l'entité employeur qui n'a aucune force contraignante et qui du coup fait qu'on a des rapports qui chaque année fait état des lieux de la dégradation des conditions de travail des fonctionnaires, mais qui n'aboutissent à rien. Et je pense que à un moment, il faudrait que les obligations qu'on peut à minima mettre sur les employeurs qui ne sont pas déjà énormes soient aussi appliquées à minima auprès des employeurs publics. Quand on voit ce que subissent les fonctionnaires à ce jour dans l'ensemble des fonctions publiques, parce que là ont été évoquées l'inspection du travail, l'éducation nationale, mais je peux faire écho de cette dégradation de façon, puis le monde hospitalier dans son ensemble, mais même, moi je suis aux finances publiques, la DGFiP existe depuis maintenant une bonne douzaine d'années. On a perdu 20 000 agents, le travail n'a pas augmenté et les dégradations, tous les indicateurs sont au rouge, tout montre que ça va mal. Si ça ne tient que parce que les agents travaillent plus. Par exemple, là, les compteurs des CET, qui est le compte épargne-temps des agents, il est à 1 600 000 jours, ce qui fait l'équivalent de 7 000 emplois de temps plein. C'est-à-dire que pourquoi ça tient? C'est parce que les gens travaillent plus, prennent moins de congés, des heures écrêtées qui sont massivement prises. Et en fait, là, par exemple, les heures écrêtées, c'est des heures qui ne sont pas prises, qui ne sont pas payées, et qui seraient dans le monde du privé qualifiées en heures, en travail dissimulé. Mais comme c'est l'employeur public, c'est normalisé et non vu. Donc je veux dire que dans cette double vocation de changement, il faut aussi que l'État soit considéré aussi pleinement comme un employeur dans lequel il faut lui appliquer les mêmes règles à minima, et qu'on aille très loin aussi dans cette obligation-là, et qu'il fasse l'exemplarité dans ce domaine-là. Ok, je voudrais qu'on réponde depuis la tribune à ces interpellations. Oui, tout à fait. C'est tout à fait intéressant. En particulier, j'ai entendu la demande, et c'est quelque chose qui fait débat dans la profession, que le médecin du travail ait du pouvoir. Dans l'abstrait, on a envie de dire oui. Mais il faut aussi considérer que le versant sombre d'avoir du pouvoir, c'est qu'après, il n'y a plus la confiance et on n'a plus on ne sait plus réellement ce qui se passe dans l'entreprise. C'est embêtant. En plus de ça, il suffit d'appliquer les textes. On est tenu de faire un rapport annuel qui va à l'inspection du travail. Malheureusement, le ministère n'a jamais encore su imposer un logiciel commun de telle façon qu'il puisse faire un rapport annuel présentable au niveau national. Alors que c'est dans les textes. Mais bon, il n'y a pas la volonté politique apparemment. On fait des fiches d'entreprise, c'est-à-dire une espèce de rapport de ce qu'on fait dans l'entreprise, l'analyse des situations de travail et l'analyse des précautions mises en place et leur validité. Ça va, c'est à disposition des partenaires sociaux, des IRP, c'est à disposition de la CARSAT, c'est à disposition de l'inspection du travail. Si. Si. Tout à l'heure, je vous prends et je vous montre les textes. Eh bien, ensuite, c'est aussi la participation au CHSCT et demain au CSE, où là, il y a des PV et des PV qui sont à disposition de l'inspection du travail. Par contre, je réclame, et là, je partage votre avis, que les référents, que sont les membres du CSE aient plus de pouvoir, que les gens de la CARSAT et de l'inspection du travail aient plus de pouvoir, que les MIRTMO soient un peu plus présents, parce qu'il n'y en a pas un. MIRTMO, c'est médecin inspecteur du travail. Parce qu'il y a des médecins inspecteurs du travail. Ils sont absents, il n'y en a plus. Tellement, c'est la déliquescence dans les directs. Donc ça, c'est un problème tout à fait désastreux. Qu'il y ait on essaye de négocier, on conseille, et puis quand c'est bloqué, on passe un coup de fil, et puis de toute façon,
N'oublie pas de regarder le rapport que j'ai fait, etc. Et l'inspection du travail fait son boulot, la CARSAT fait son boulot. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas mettre le médecin du travail dans une position de gendarme parce qu'on va lui diminuer ses moyens d'action, de fait. Voilà ce que je voulais répondre sur le sujet, même si ça démange hein, sur certaines situations. Mais je pense que c'est dangereux et qu'il ne faut pas y aller. Tu voulais répondre Enfin, répondre oui ou non, c'est effectivement réagir sur la question qui était pointée, qui est une réalité dans toutes les fonctions publiques. Hein. On a des situations, le collègue de finances publiques a raison de le dire, sur la question des accidents du travail, qui sont l'un des outils classiques pour l'inspection du travail de détection d'entreprises qui ont des problèmes de prévention des risques. C'est pas de la prévention, hein. Ça c'est uniquement détecter les signaux de dérive d'une entreprise, fort d'une entreprise. Il faut savoir qu'actuellement, toujours dans l'optique de lever les contraintes qui pèsent si lourdement et qui empêchent la création d'emplois et d'activités, le discours que vous connaissez, on a dématérialisé ces déclarations d'accident du travail. Ce qui peut sembler logique, puisque tout le monde utilise le numérique maintenant. Sauf que, concrètement, les employeurs qui remplissent des triptyques pour la sécurité sociale, avant c'était de la feuille autocarbonée, c'était très difficile à lire, etc. Maintenant, ils remplissent des déclarations de façon numérique, c'est logique. Sauf que ça n'arrive plus. Ça arrive dans un tel chaos numérique à l'inspection du travail que la plupart des collègues, après avoir essayé d'exploiter cette donnée, ça passe à la benne. Concrètement, ça passe à la benne. Voilà, ça c'est l'exemple typique où quand on a de mauvais outils, on ne peut avoir que de mauvais résultats. Et là, je dis les choses clairement, je pense que c'est une volonté politique, c'est pas possible autrement. C'est un truc basique quand même d'avoir les déclarations d'accident du travail. Par contre, il y a d'autres types d'outils qui marchent bien, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, François me le rappelait, c'est les arrêts de chantier, les arrêts pour travaux dangereux. Il y en a 6 000 par an. Le taux de recours est extrêmement réduit, c'est moins de 1% qui donne lieu à des recours. Et ça marche très bien. Ça préserve la santé et la sécurité des salariés quand on a un risque évident. Effectivement, cet outil il marche. Il y a d'autres outils qui pourraient marcher, puisqu'on parlait tout à l'heure de la chimie. Un outil, si on veut préserver la santé des salariés et protéger les populations environnantes, c'est un rapport. Plusieurs organisations syndicales l'avaient demandé, en tout cas pour ce qui me concerne, mon organisation, on l'avait demandé post-AZF, on avait été auditionné pour ça. L'interdiction de la sous-traitance des travaux de maintenance sur les sites Seveso 2. C'est simple, c'est rapide, et là c'est ultra efficace. Mais on ne le fait pas. Et je vous fiche mon billet que l'accident Lubrizol, on va découvrir qu'il y a une responsabilité quelque part, comme pour AZF, d'un sous-traitant qui, exploité en bout de course, a fini par avoir un geste malheureux, etc. Voilà, ce type de choses, il y a des possibilités d'action, mais simplement, encore une fois, il faut avoir une volonté politique assez forte. Bien, je voudrais qu'on écoute un petit mot. Je dis simplement, pour remercier Mme Sophie Taillant-Polier de ce colloque, et pour lui dire tout l'intérêt que je vois dans le Sénat dans la chose, mais simplement pour déplorer le rapport Artano, qui n'a pas vu la cause étiologique du dysfonctionnement des services de santé au travail, et qui préconise le maintien des systèmes de services actuels. Alors qu'en 2011, le Sénat avait voté le contraire. Le Sénat avait voté la gouvernance paritaire réelle. Mais ça a été retoqué par l'Assemblée nationale, par Xavier Bertrand. Mais le Sénat s'était bien positionné à l'époque. Pour l'histoire et pour information. Bien, je vous propose on commence par vous, Jean-Luc Bizet, secrétaire général du syndicat des experts agréés CHSCT. Ok. Je vais aller vite, parce qu'on a vu pas mal d'éléments. Tenir le timing. Je vais revenir sur la question quand même des CSE. On a évoqué la disparition des CHSCT. Je pense que c'est un premier pas, mais on a besoin peut-être d'avoir d'autres réflexions complémentaires. Pour solder ce point-là, c'est clair que si on faisait un sondage dans cette salle pour remettre en place des CHSCT, on serait certainement pas loin des 100%. On les mettrait en place joyeusement et ça marcherait bien. Maintenant, le sujet du débat, c'est 2 ans après, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a quand même des constats sur les dysfonctionnements actuels. Alors, je suis plus dans les entreprises du privé.
des représentants du personnel par rapport à la question de la santé au travail, que l'on peut modifier, que l'on peut aménager, soit par des pratiques, soit par peut-être des textes, cette fois-ci législatifs. Alors, je reviens quand même à l'objectif de départ des ordonnances, qui a une vision très macro des choses. Dans les entreprises, on centralise au CSE, on fait des grandes négociations, la santé au travail est centralisée. C'est une vision très partielle de la réalité de terrain. Tout à l'heure, Jean-Claude Delgenne disait que quand il y a un problème de santé ou de sécurité, la solution, elle se trouve à 10 mètres. C'est une belle image, mais la présence de terrain, la subsidiarité ont été oubliées dans cette réforme. Et on a besoin aujourd'hui de doter soit les structures existantes, type représentant de proximité, soit la CSSCT, soit d'inventer une structure qui puisse compenser ce problème de terrain, cette absence de présence de terrain. Je prends un exemple. Auparavant, dans une entreprise, on croise un salarié qui est en pleurs suite à un entretien annuel d'évaluation. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Auparavant, ce n'était pas le paradis, ce n'était pas parfait, mais les délégués du personnel pouvaient prendre ça en charge, pouvaient poser une question directement à l'employeur. Aujourd'hui, on ne va pas poser cette question-là au CSE, qui se réunit une fois par mois avec 15 représentants, avec un ordre du jour fleuve. Donc il y a un trou, il y a tout simplement un vrai trou pour le moment existant sur le terrain, vraiment auprès des salariés. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est une appréhension de l'autonomie. Auparavant, le système, comité d'entreprise, CHSCT, DP, etc., n'était pas parfait, très loin de là, quand même, franchement. Mais c'était un peu des figures obligées. Il y avait les questions d'épée, les réunions trimestrielles, beaucoup de droits qui étaient mis en place. Les ordonnances ont une philosophie différente, il faut quand même y réfléchir, qui sont de dire les pouvoirs, il y en a quand même beaucoup, mais vous vous débrouillez un petit peu pour les mettre en place. C'est une vision très libérale, on peut dire, c'est une vision, on n'était pas habitué auparavant, mais finalement, aujourd'hui, les représentants du personnel dans l'entreprise ont la capacité de mettre en place des enquêtes, des visites, des inspections, de façon autonome de l'employeur, ou avec l'accord de l'employeur, ce sera encore beaucoup mieux, d'ailleurs, mais ils ont la capacité de le faire. C'est-à-dire que l'habitude précédente que l'on avait de dire il faudrait faire une réunion exceptionnelle, il faudrait poser la question à l'employeur, c'est une habitude qui était adaptée aux précédentes institutions. Aujourd'hui, le dialogue social demande plus d'autonomie. Moi, je voyais une entreprise, les commerciaux font beaucoup de kilomètres, et suite à plein de réformes, on parle de réformes depuis tout à l'heure, ils font plein de réformes, et les commerciaux font de plus en plus de kilomètres. Et c'est un danger pour leur sécurité. C'est bien évident que si on répond au téléphone, on prend un rendez-vous tout en conduisant, c'est un vrai danger. Les représentants du personnel, aujourd'hui, ont le droit de faire une enquête, je prends le terme assez large, de faire une forme de sondage, de communiquer auprès des salariés en leur demandant est-ce que vous respectez toutes les consignes de sécurité, etc. etc. Il n'y a pas le besoin de demander à l'employeur de faire une réunion de la CSSCT pour en parler. Il y a la capacité d'action qu'il ne faut pas négliger dans ce cadre-là. Donc il y a aujourd'hui des possibilités qui sont ouvertes aux représentants du personnel. Il faut les saisir. Il manquera toujours l'instance, enfin toujours, j'espère que non. Il manque pour le moment une instance de proximité, c'est vrai. Mais les moyens existent de faire d'autres choses. Je parle bien des CSE, où finalement, par rapport au public, enfin aux entreprises publiques ou à l'administration, où les CHSCT ont des capacités très rognées. Quelqu'un disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire une enquête sur un suicide ou autre? Dans le privé, ça ne se pose pas comme question. On a le droit de le faire. On a le droit de prendre sa voiture ou autre et d'aller sur le site où ça s'est passé en tant que représentant du personnel. Donc il y a vraiment un champ à construire pour le moment, tant qu'on ne retrouve pas de CHSCT, un champ d'autonomie des représentants du personnel qui doivent apprendre à fonctionner comme ça. Et peut-être une réflexion quand même du législateur sur la faiblesse de la représentation de terrain, qui est une faiblesse structurelle, cette fois-là, où les représentants de proximité ne sont pas une bonne idée. La CSSCT sans moyens n'est pas une bonne idée. En plus, elle n'a aucune prérogative, et puis elle n'est pas de proximité. On peut se dire aussi que les CHSCT ont été chassés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient certainement des défauts, vus d'une certaine côté politique ou de certains employeurs. Aujourd'hui, on peut avoir des CHSCT qui travaillent essentiellement sur le terrain et moins sur les grandes consultations, ce que l'on connaissait auparavant. Il y a des pistes de réflexion. On voit les dysfonctionnements 2 ans après. Je pense qu'on peut être un peu positif, même si
Les réformes sont très loin d'être géniales. Pour être un peu positif, il y a quand même des solutions à mettre en place assez rapidement. Parce que ça devient urgent quand même, par contre. Nicolas ? Merci. Bon, je vais avoir du mal à être un peu positif, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. J'avais organisé mon intervention autour de 2 axes. Je vais beaucoup réduire le premier, qui était autour des reculs liés à la disparition des CHSCT. Mais je vais quand même du coup redire 2 ou 3 trucs que j'avais prévu de dire à ce sujet. Et puis le deuxième axe, qui était les menaces qui, depuis les ordonnances, pèsent sur les expertises CHSCT, ou les anciennes expertises en santé au travail, puisque ça ne s'appelle plus tout à fait comme ça. D'abord, donc, sur la disparition des CHSCT, redire en quelques mots quand même des choses absolument cruciales sur les périmètres très vastes auxquels on a affaire aujourd'hui. On a plusieurs fois donné l'exemple de la SNCF. Il me paraît extraordinairement parlant, parce que tout le monde comprend à peu près ce que c'est que la SNCF. Il y a une cinquantaine de métiers au moins, sans aller forcément dans tous les détails à la SNCF. Il y avait 685 CHSCT, c'est un chiffre qui n'a pas été donné tout à l'heure. Il y a aujourd'hui 33 CSE, donc juste pour concrétiser ce qui a été dit tout à l'heure, on est dans une entreprise qui n'a plus du tout les moyens de se donner ni de proximité, ni même d'enceintes dans lesquelles on va parler du travail. On est dans des enceintes où des métiers aussi différents que quelqu'un qui est conducteur de train, pour prendre des choses très concrètes, et quelqu'un qui est contrôleur du même train, donc ils sont en mobilité, dit le nouveau nom de l'EPIC de la SNCF, ils sont tous les deux en mobilité, mais en termes de conditions de travail, l'un se pose la question de savoir ce que sont ses horaires, ce que sont ses conditions de conduite, ce que sont ses conditions d'attention, ce que sont son ancienneté, ce que sont ses formations. L'autre contrôleur a pour l'essentiel, comme vous le savez, accès à du public. Et donc les enjeux de conditions de travail, de risque d'agression de l'un par exemple, et de risque de fatigue de l'autre sont absolument pas les mêmes. L'un travaille tout seul, l'autre travaille en équipe. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on est sur des choses où les CHSCT peuvent plus du coup aborder les questions qui sont les vraies questions du travail. Donc bien sûr, on peut dire que les CSE vont aborder des questions stratégiques. Je ne sais pas très bien à quel type de stratégie ils vont se trouver associés ou consultés, mais dans tous les cas, on va avoir quelque chose qui recule. Dans les dispositifs complémentaires, on en a dit quelques mots il y a quelques instants. Les C2SCT sont essentiellement dans les entreprises de plus de 300 salariés. Elles n'ont pas de pouvoir puisque c'est le CSE qui a le pouvoir de décision. C'est lui qui est doté de la personne morale. Et donc, on va avoir une instance qui, comme le disait Olivier Mérieux tout à l'heure, va à la fois être celle qui discute censément du travail, mais en même temps pas celle qui décide. Ce qui pose évidemment un certain nombre de difficultés, notamment sur le pouvoir des expertises. Je dis un mot sur les représentants de proximité. On a affaire à une forme de supercherie en fait. Le gouvernement s'est aperçu en cours de route de la catastrophe dans laquelle il risquait de s'engager sur l'absence de proximité de ces nouvelles instances. Et il a, sur le tard, en quelque sorte, réintroduit l'idée de représentants de proximité pour lesquels rien n'est prévu. C'est-à-dire, on dit juste, vous pouvez en faire si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, avec accord de l'employeur. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un accord de l'employeur. Donc, il faut qu'on ait un employeur suffisamment conscient. En fait, il y en a un. Je reprends l'exemple de la SNCF, c'est assez fascinant. Il se trouve qu'au moment où les élections avaient lieu à la SNCF et où les CSE étaient installés, on finissait de faire des restitutions sur la catastrophe dont je reparlerai tout à l'heure, la catastrophe de TGV d'Egersheim qui a fait 11 morts. Dont on n'a pas trop parlé, mais... Et on a eu des présidents de CHSCT qui nous ont dit, sur le terrain, les catastrophes que ça représentait, de ne plus avoir à leur disposition en matière d'obligations de santé, sécurité au travail et de prévention des risques, les remontées qu'ils avaient dans les CHSCT, se disant, d'abord, je ne serai plus président, alors qu'ils sont directeurs d'établissement avec des fois 700-800 personnes sous leur responsabilité. D'abord, je ne serai plus président, donc je n'aurai pas directement accès à l'info, c'est quelqu'un d'autre qui va présider le CSE, mais en plus, on n'a plus du tout d'instances qui permettent ces situations, puisque dans le cadre des accords et du dialogue social formidable que l'État nous avait prévu dans ce contexte-là. Les négociations à la SNCF se sont soldées par le projet de la direction 33 CSE, le projet des syndicats, même les plus entre guillemets révolutionnaires, Sudrail me corrigera si jamais il le faut, avait proposé des 300-400 CSE. On n'était même pas aux 685 CHSCT. Et puis le résultat de la négociation, je vous le donne en mille, c'est 33 CSE en fait. Donc c'est le projet de la direction, négociation, accord, sublime dialogue social, autant de séances que vous voulez. De toute façon, c'est 33 le résultat. Donc c'est le mode du dialogue en fait, ça dépend de quel mot on met sur les choses, mais bref. Donc on a un premier point qui est crucial, qui est le recul de cette proximité ou de ces remontées de terrain, et qui est évidemment la chose la plus fondamentale que tous les préventeurs en matière de prévention des risques mettent en avant comme ce qui permet de mieux comprendre les articulations entre risques professionnels et situations de travail.
La deuxième chose dont on a un peu moins parlé, seulement indirectement, c'est le fait que dans ces nouvelles instances, on va de fait avoir une réduction de la place des enjeux de santé au travail. On va forcément avoir d'une part des CSE ou des élus qui vont devoir se préoccuper en même temps. Alors sublime, c'est de dire qu'ils sont capables de tout penser en même temps et que bien sûr les employeurs dans leur infini souci de transparence vont mettre sur la table tous les projets avec toutes les logiques, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc il y a un projet sur l'emploi, on discute de l'emploi, il y a un projet sur la formation, on discute de la formation, il y a un projet éventuellement sur un déménagement, on discute du déménagement, mais on saucissonne absolument tout, on fait le moins possible de choses qui sont cohérentes et il n'y a aucune raison de penser que les nouvelles instances vont permettre de penser ces choses-là ensemble. Ça a été dit aussi, les anciens élus CHSCT, par des mécaniques de stratégie et de sélection syndicale, comme il y en a ailleurs, ont souvent fait effectivement dans les entreprises que les anciens représentants du personnel au CHSCT ont moins été élus, ont moins été, ils ont fait les frais un peu de réduction du nombre d'élus et donc se sont moins souvent trouvés à leur place dans les CSE. Donc on a tout un dispositif, on a parlé de ça un tout petit peu, qui participe d'une forme d'invisibilisation, c'est comme ça que je pense qu'il faut le dire. Alors on pourrait dire on a cassé le thermomètre, hein, d'une certaine manière c'est ça qu'on fait, mais d'invisibilisation, plusieurs fois évoqué ça ce matin, qui concerne les questions de conditions de travail et de risques professionnels. Alors bien sûr, je pense comme un certain nombre d'autres intervenants que ça va se revoir, c'est-à-dire que, pour redire à l'envers ce qu'avait dit M. Vénès, mais on les a virés par la porte, on va les voir revenir par la fenêtre, parce que les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, oui, on a toutes les chances. On sait déjà qu'elles ont arrêté de baisser et on sait déjà qu'elles reprennent et qu'elles remontent, et que les premiers chiffres qu'on a sur les années 2018 et 2019 annoncent sans trop de surprise qu'on a les premiers résultats. Alors j'en viens maintenant aux questions qui concernent le métier que j'exerce. Alors je ne l'ai pas dit en commençant par précipitation, mais voilà, donc je fais des expertises sur demande des CHSCT dans un petit cabinet qui s'appelle Aptéis et au sein également d'une association voisine du syndicat des experts agréés, qui est l'association des experts et intervenants auprès des CHSCT, peu importe. Pour rappel, il existe deux types d'expertises aujourd'hui, les expertises pour projets importants et les expertises pour risques graves. C'est un tout petit peu intéressant d'entrer dans ce détail-là pour comprendre la volonté du gouvernement dans la mise en œuvre de ces ordonnances. Les expertises pour projets importants étaient les expertises les plus fréquentes et les plus courantes, et les expertises pour risques graves, celles qui étaient à la fois, évidemment, comme leur nom l'indique, les plus graves ou les plus à enjeu, en quelque sorte. Mais on assiste des deux côtés ou sur les deux terrains à une volonté de réduction de ces deux expertises. M. Bizeur a dit tout à l'heure que les chiffres du SEA pour l'an dernier disaient déjà moins d'un tiers d'expertise. Alors qu'est-ce qui se passe dans le terrain des expertises, indépendamment de cette question quantitative? D'abord, les expertises ont changé de nom. Alors ça a l'air anodin, mais on a quand même tous plus ou moins insisté depuis ce matin sur non seulement le fait que le diable se niche dans les détails, mais l'importance du vocabulaire. Les expertises ne s'appellent plus expertise CHSCT, pour cause il a disparu. Elles ne s'appellent plus comme on les appelait parfois expertise en santé au travail, comme les appelaient des fois certains juges, mais elles s'appellent maintenant, elles n'avaient pas de nom dans le code du travail, mais elles ont maintenant le nom de expertise en qualité du travail et de l'emploi. Vous avez tous compris que qualité du travail et de l'emploi, on a évacué les risques professionnels, on a évacué la santé au travail et on a évacué la sécurité. Tout est dans la qualité de l'emploi. Je ne vous cache pas que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire que la qualité de l'emploi, mais je passe sur cette question-là. En plus de ce changement de nom, en quelque sorte, le dispositif de l'expertise reposait sur un engagement des pouvoirs publics, puisque ce qui faisait que des représentants du personnel, premier point, pouvaient faire appel à des experts, deuxième point, c'était un agrément du ministère du Travail. Le ministère du Travail vérifiait d'un peu loin, via l'INRS et l'ANAC, mais enfin vérifiait quand même d'un peu loin, la capacité des experts à réaliser les expertises, à avoir les diplômes qui vont bien, et se portait par là, en quelque sorte, un peu garant de la qualité des expertises, puisque les cabinets d'expertise étaient censés lui envoyer leur rapport d'expertise tous les ans. Alors évidemment, quand il y en avait 300 par an en 2002, ça allait encore. Quand il s'est mis à en avoir, je crois qu'on était à 1500 en 2016 ou quelque chose comme ça, c'est devenu trop pour les services du ministère, qui n'était pas question d'embaucher des gens pour se mettre à faire ça, ou agrandir les effectifs de l'INRS ou de l'ANAC. Donc, on va déléguer ça à des choses extérieures. Donc, on va habiliter les experts et on va privatiser en quelque sorte la dite surveillance. On ne sait absolument pas comment va se passer cette habilitation, qui va certifier ou habiliter les experts, sur quel mode. Tout ça est une usine à gaz qui n'a pas encore été produite ou publiée. Alors, je reviens sur le détail des expertises. Rapidement, les expertises pour projets importants, je disais que c'était les plus importantes. La première... Pardon ? Numériquement les plus importantes. La première innovation des ordonnances, c'est d'avoir imposé que le CSE contribue à hauteur de 20% au financement de ces expertises. Alors, c'est presque amusant, on pourrait dire...
Comme ça, ils vont être intéressés. Alors, c'est ce que nous avait dit la directrice de cabinet, parce qu'on avait été la voir au moment de la publication des ordonnances. Elle nous avait dit, mais vous savez, on tape au porte-monnaie. Hein. Le principe, c'est qu'il y en ait moins des expertises. Moi, on était assez au clair. Alors, comme l'expliquait Rachel Saada tout à l'heure, comme le budget du CSE est à budget constant, les dispositions les moyens plutôt et les budgets qui sont à disposition du CSE vont devoir couvrir les experts divers et variés, les avocats et tout autre poste de dépenses du budget de fonctionnement. Évidemment, on a une raréfaction du nombre d'expertises et c'est là l'essentiel de la baisse qu'on a évoquée. On peut dire au passage qu'en faisant payer les expertises en santé au travail, discrètement, on fait disparaître le principe de la responsabilité de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail. Parce que la raison pour laquelle le CHSCT n'avait pas de budget, la raison pour laquelle c'est l'employeur qui payait et les expertises et les autres dépenses du CHSCT, c'est-à-dire sur le terrain de la santé et sécurité au travail, c'était parce qu'il en était responsable. Parce que le principe numéro 1 du livre 4 du Code du travail, c'était l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité physique et mentale, je le dis dans le mauvais sens mais c'est pas très grave, de ses salariés. Ça disparaît. Deuxième chose, deuxième type d'expertise, et je fais très court, sur les risques graves, mais là c'est très simple. Les expertises pour risques graves sont celles qui sont déclenchées à l'occasion ou non d'un accident du travail. Elles étaient sans délai auparavant, c'est-à-dire qu'on n'imposait pas à l'expert de réaliser son expertise sous contrainte de délai, quelle qu'elle soit. Et la nouveauté, c'est que maintenant, ces expertises-là sont réduites à 2 mois. Alors j'ai pris 3 exemples juste très simples d'expertise pour risques graves qu'on a fait dans les dernières années. La première, j'en ai déjà parlé, c'est l'expertise d'Egversheim sur le déraillement du train, donc une expertise avec 12 CHSCT, 250 entretiens. On a mis 14 mois à la réaliser. On sera sans doute cité à comparer puisqu'on a déjà été, l'expertise a déjà été versée à l'instruction, donc 14 mois contre les 2 mois maximum. Alors on pourrait répondre 2 mois, ça peut être étendu. Alors oui, toujours pareil, par accord, à condition que l'employeur le veuille bien. Je vous laisse imaginer, vu ce qu'a fait la SNCF en matière de négociation sur les CSE, ce qu'ils vont faire sur l'expertise. Mais du coup, ces expertises-là n'ont plus lieu. Elles n'existent plus et le monsieur Pépi dont on a parlé tout à l'heure sera pas très très désireux de voir sa responsabilité engagée par une expertise. Deuxième exemple, la chute d'un générateur de vapeur dans une centrale nucléaire, une expertise qui a eu lieu il y a 2 ans, qu'on a réalisée, une expertise qui dure 10 mois, qui dit avec toutes les conditions, on a parlé de l'interdiction de la sous-traitance sur les sites Seveso, toutes les conditions dans lesquelles les sous-traitants réalisant ce type d'opération exceptionnelle dans une centrale nucléaire, on a toute une chaîne de sous-traitance qui génère toute une chaîne de perte de maîtrise en matière de sécurité au travail, qui produit des accidents et des catastrophes. On a été entendu sur ce point par l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas changé grand-chose. Troisième dimension, un certain nombre d'expertises dont on a parlé ce matin, des expertises sur les risques psychosociaux, parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Voilà, pour information, une expertise sur des risques psychosociaux d'un établissement où il y a 500, 600, 700 personnes avec donc un CSE, je ne prends pas les plus gros. Centrale nucléaire, il y a 1500 salariés. Il faut 4, 5, 6 mois pour faire le travail. J'ai presque fini. D'accord. Donc tout ça pour dire, j'avais encore un mot pour dire qu'avec tout ça, c'est le recul des débats et des enjeux sur les questions de santé et sécurité au travail qui est achevé en quelque sorte. Et je pense que c'est ça dont il faut saisir, notamment de l'enjeu démocratique sur lequel il nous impose de travailler. Et je vous remercie, pardon d'avoir été un peu long. Avant la toute dernière table ronde, je n'ai pas donné la parole à Gérard Sebaoun qui la voulait. Oui, je voulais juste dire un mot après l'intervention de Pierre Mériot. Il se souvient peut-être que lorsque Sapin a pris le décret, en l'occurrence, c'était avec une contrepartie qui était une PPL qui était en préparation par Denis Robillard, qui était avocat en droit du travail, et que cette PPL est restée sur l'armoire. Voilà, c'était juste un point d'histoire. Autre question pour la route, une dernière pour la route. Oui, pardon, Jérôme, en plus, vous aviez levé la main tout à l'heure. Oui, c'est un peu pour faire un peu le lien entre tout ce qu'on s'est dit cet après-midi puis aussi sur ce matin, parce que bon, le thème de cet après-midi, c'est les acteurs de la prévention. Et petit à petit, je crois qu'on a un enjeu et qu'on n'arrive pas à mettre en évidence ici, c'est que toutes ces entraves qu'il y a, parce que ce que vous voyez à l'inspection du travail, je l'ai vécu à la poste. Hein, le vocabulaire, il change un peu des fois, mais bon.
Je crois que ce qui nous manque, c'est... on a oublié un acteur qui est le contrôleur, l'ingénieur contrôleur de la CARSAT. Ils sont plus que 700 en France, donc celui qui envoie un, il a vraiment de la chance. Mais il y a aussi les travailleurs eux-mêmes. Comment les travailleurs deviennent acteurs de leur prévention. Moi, j'ai souvent été confronté en CHSCT. Alors moi, j'ai eu la chance d'être membre d'un CHSCT de droit public et devenu ensuite CHSCT de droit privé. Donc, je vois la différence entre les deux. Mais plusieurs fois, on s'est retrouvé en porte-à-faux avec les travailleurs eux-mêmes. Le collègue de la Poste qui s'est noyé, personne ne l'a jeté dans l'eau. C'est lui qui a sauté dans l'eau pour récupérer un paquet qui était tombé. C'est comment les travailleurs arrivent à se mettre dans des situations où ils se mettent eux-mêmes en danger et que nous, si on ne trouve pas des leviers pour que les travailleurs eux-mêmes deviennent acteurs de leur prévention, toutes nos instances, les contrôleurs, les inspecteurs et autres, les dirigeants, ils pourront les remettre en cause comme ils voudront. On n'aura jamais l'appui des salariés pour appuyer là-dessus. Et je pense que c'est ça les leviers importants qu'il faut trouver pour justement que les travailleurs reprennent la main sur l'organisation de leur travail, reprennent la main là-dessus, quoi. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le droit d'alerte et le droit de retrait, et remettre en mémoire le grutier de Toul, où la grue s'est écrasée, ça fait 6 morts, je crois. Et quand même, on a reproché au grutier de ne pas avoir utilisé son droit de retrait, alors que c'est quand même son patron qui lui a donné une grue défectueuse, quoi. Mais voilà, en fait, c'est pas une question, quoi. Non, mais c'était très bien quand même, Jérôme. Bien, écoutez, il est 16h28. Est-ce qu'il reste une question sur la route ou on fait une petite... Monsieur, alors courte la question. Oui, bonjour, Raphaël Serrault, je suis inspecteur du travail. Je voulais juste revenir sur les questions très vite, de moyens et de répression de la délinquance patronale. Il me semble que, et notamment pour prolonger les discussions sur nos moyens, le fait qu'on soit à la traîne au niveau européen, il y a une question aussi qui est, à mon avis, à mettre sur la table, c'est quand on parle de répression de la délinquance patronale, il faut intégrer le fait que le patron soit un délinquant, et un délinquant, ça se traite avec des moyens répressifs qui sont bien au-delà de ceux dont on peut disposer actuellement. Et je pense notamment à réfléchir à doter l'inspection du travail de moyens tels que les perquisitions, les saisies, un système similaire à une garde à vue, la possibilité d'effectuer des réquisitions. Ça existe pour d'autres services en France, administratifs. Alors les douanes administratives et judiciaires, puisqu'elles ont un pôle aussi judiciaire. La DGCCRF bénéficie de ce type de système. Alors pourquoi, sur un sujet comme celui-là, dans lequel il y a besoin de constater des infractions et de les solidifier juridiquement, on est à la traîne au niveau de ces moyens? Bon, je pense que tout ça sera débattu dans la dernière table ronde. Je vous propose qu'on fasse une pause de 5 minutes. Mais 5 minutes, quoi. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants.